Bonjour à toutes et à tous. C'est la première rencontre avec public depuis le 17 octobre 2020. Donc toutes les réunions, toutes les rencontres, elles ont été maintenues, si vous avez suivi un peu l'actualité de la bibliothèque, en ligne. Ce qui n'est pas la même chose, bien sûr, mais c'était ça ou disparaître complètement des radars. Donc on s'est accroché pour qu'il y ait quelque chose qui subsiste aussi de la vie de la bibliothèque. Donc nous avons le plaisir d'accueillir, alors vous avez compris que c'est un peu le test technique et qu'on n'est pas régisseur ni du son, ni voilà, donc vous nous excusez, c'est les aléas du direct. La rencontre, alors que il ne faut absolument pas se cogner à cette étagère, mais la rencontre est filmée normalement, puisque maintenant, pour le retour avec le public, à chaque fois, on va enregistrer si c'est juste ce qu'on peut faire, mais sinon on va avoir une captation vidéo que vous pouvez retrouver ou que les gens qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui peuvent retrouver sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses qui n'existaient pas quand on a fermé, voilà. Enfin, quand on ne pouvait plus recevoir. Donc nos deux invités, qui sont nos deux premiers invités pour une vraie rencontre avec des vrais gens, vont nous parler, puisque c'est dans le cadre du centenaire de Frédéric Dard. Donc l'exposition qui est de l'autre côté, elle est là jusqu'au 30 octobre. Si vous avez envie encore de revoir, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps quand on aura fini la rencontre. Et donc on parle de San Antonio à l'international. A priori. C'est pour ça que nous avons voilà. Donc autour de la sortie de cet ouvrage avec les deux auteurs. Et donc je vais laisser, parce qu'il faut poser un peu anglais et sinon ça va être terrible pour tout le monde. Okay. Donc Dominique Jeannereau à ma gauche, Loïc Artiaga ici. Donc Dominique. Alors moi c'est aussi terrible quand je parle anglais en fait, hein. Donc je suis français, j'ai le même accent que tout le monde ici, donc alors je sais pas ce que vous voulez que je dise en anglais. Dites qui vous êtes. Voilà, alors je m'appelle donc Dominique Jeannereau et je suis enseignant à l'université de Belfast, à Queen's University Belfast. Voilà. Et je suis la preuve vivante que le bain linguistique ça marche que modérément en fait. Ça fait 14 ans que je suis à Belfast, j'ai jamais pris l'accent de Belfast. Mes enfants l'ont eux. Mais moi, non, rien à faire. Même si mes enfants font de leur mieux pour m'éduquer, et parfois c'est difficile quand j'essaie de leur faire des remontrances en anglais, ils ont du mal à me prendre au sérieux parce que toujours je me plante sur un mot. Donc voilà, n'ayez pas trop d'attentes sur mon anglais, il est quand même pas le meilleur. Vous n'allez peut-être pas parler en anglais du tout, en fait. En réalité, sauf si vous me le demandez. Et Loïc Artiaga, maître de conférence en histoire culturelle à l'université de Limoges, enseignant-chercheur associé au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Vous voulez que je dise des trucs sur l'Angleterre aussi avant quand vous voulez, c'est que digne. Ce que vous voulez. C'est le test maintenant. En plus du pass sanitaire, on a ça aussi. Okay. Donc, messieurs, vous avez la parole. Et après, évidemment, le public est invité, vous pouvez poser vos questions. Et il faudrait qu'on ait fini vers 17h30 maximum, grand maximum. Et nous attendons une invitée surprise. Si le dieu de la technologie est avec nous, eh bien vous la verrez sur l'écran. Voilà. Voilà, alors comme elle est invitée, merci beaucoup madame pour votre accueil et pour votre présentation chaleureuse. L'invitée surprise, je ne dis pas son nom, mais je pense que c'est un secret pour personne. Je pense qu'il y a d'ailleurs, si on regarde, vous le verrez sûrement. Elle se trouve à Nice pour une inauguration aussi liée au centenaire, c'était un engagement qu'elle avait pris auparavant. Donc voilà, ce qui explique qu'elle ne soit pas avec nous. Et il y aura une exposition aussi à Nice qu'elle inaugure et elle est en train de parler en ce moment. Mais on a un rendez-vous avec elle sur Zoom, donc si tout va bien, on pourra lui poser des questions également. Alors sans plus attendre, ce livre, nous n'en sommes en fait pas les auteurs, mais seulement les éditeurs. C'est comme une nuance, puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'auteurs qui ont contribué à cette vision de Frédéric Dard et de San Antonio, tel qu'on le voit, non pas en France, mais hors des frontières, et tel qu'on le lit souvent, pas en français, mais dans les 21 langues dans lesquelles il est traduit, dans les différents pays où il circule. Donc c'est montrer comment les fictions populaires françaises
peuvent circuler. Alors un exemple très récent, c'est cette année 2021 sur Netflix, la série Lupin, qui a été vue dans son premier mois par 70 millions de spectateurs en l'espace de quelques semaines. Donc un phénomène global à partir du patrimoine littéraire policier français, ce qui est aussi le cas, mais à un moindre degré quand même, de San Antonio, qui a circulé, enfin moindre d'ailleurs, il faudrait voir, parce que San Antonio a circulé sans doute pas à 70 millions d'exemplaires à l'étranger, mais en tout cas plusieurs millions, ça c'est avéré. Les livres de San Antonio ont été édités à plusieurs millions d'exemplaires dans des pays comme l'Italie par exemple, puisqu'en Italie on a publié 120 titres de San Antonio, et chaque titre était tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par l'éditeur Mondadori, on pourra peut-être en dire des choses, à un rythme très soutenu d'un livre par mois pendant plusieurs années, pendant 9 ans, et après bon, un rythme moins soutenu par la suite. Enfin, pendant une longue période, il a été publié en Italie. En Russie, il a été publié aussi à des centaines de milliers d'exemplaires initialement, donc on arrive très vite au million, vu qu'il est traduit dans des tas de pays et dans des tas de langues. Donc ce qu'on se propose de faire, c'est de mettre un peu l'accent sur comment chaque pays, on ne va pas faire la liste des pays, mais enfin montrer un petit peu comment il est vu de manière différente dans chaque pays. Ce que ça nous dit à nous sur San Antonio, qu'on considère toujours comme vraiment quelque chose d'éminemment français. Il disait « je suis un auteur épiquement français », c'est vraiment une épopée de la France d'une certaine époque, c'est la Ve République, c'est aussi la France du général de Gaulle, de François Mitterrand, Frédéric Dard a été invité à l'Élysée, etc. Les présidents de la République sont des personnages de la série aussi, enfin en tout cas François Mitterrand, pas le général de Gaulle, mais il a donc représenté au même titre qu'Astérix, au même titre que beaucoup de ces fictions qui ont été lues par des millions de lecteurs. En France, il disait à une époque qu'il y avait 16 millions de lecteurs, et ces livres, on dit qu'ils ont été vendus à 225 millions d'exemplaires, donc c'est quand même assez considérable, même si les chiffres sont sujets à caution, sont difficiles à prouver, mais enfin, il y a une époque où il tirait à 600 000 exemplaires chacun de ces livres, et comme il y a 183 San Antonio, sans compter tous les autres, les Frédéric Dard, les San Antonio grand format, on arrive très rapidement effectivement à des chiffres qui sont de l'ordre du million. Et donc c'est représenter non seulement un auteur, mais des lecteurs, puisque quelque part, lorsqu'on parle d'un auteur qui a été lu par des millions de lecteurs, on parle de ses lecteurs. C'est d'ailleurs le titre de notre livre que j'ai l'avantage de présenter sans faire d'autopublicité, mais on va parler aujourd'hui de San Antonio International, mais derrière ça, il y a San Antonio, La Passion de San Antonio, qui est un livre qui vient de paraître. Alors celui-là, j'en suis l'auteur, donc j'en suis d'autant plus fier que c'est la première fois que je vois l'exemplaire physique du livre là, qui vient de sortir, et qui parle justement de ses lecteurs. Donc si vous voulez, ça met l'accent plutôt sur les lecteurs français, même s'il y a des annexes sur les lecteurs internationaux. Et là, c'est vraiment San Antonio en tant que lecture internationale, tel qu'il a été traduit, donc les défis qu'il a posés aux traducteurs, comment traduire l'argot français. D'ailleurs, c'est un argot très idiolectique et très idiosyncratique, celui de Frédéric Dard, puisqu'on dit qu'il a fait 15 000 néologismes, qui sont plus des apax que des néologismes, et qu'il a créé. Il y a un dictionnaire qui se trouve dans la bibliothèque, un dictionnaire San Antonio. Alors pour les traducteurs, vous pouvez imaginer, traducteurs russes, espagnols, allemands, c'est vraiment hébreu même d'ailleurs, et c'est vraiment difficile, c'est vraiment un enjeu. Donc pour les traducteurs, pour les lecteurs, pour tous les passeurs, les intermédiaires, qui sont les gens qui ont fait connaître San Antonio, et ça c'est une chose dont on pourra parler un petit peu aujourd'hui aussi, c'est ces réseaux d'amis de San Antonio, ou de lecteurs de San Antonio, de fans de San Antonio, dans les différents pays, en Roumanie, alors dans les pays francophones, souvent en Roumanie, en Italie, en Espagne, qui ont eu un rôle dans cette découverte de San Antonio et qui ont réussi à le faire un peu mieux connaître. Donc voilà peut-être l'introduction. Je vais passer la parole à mon ami et le micro, donc Loïc. Alors, je ne sais pas si le micro est nécessaire à cette distance-là, ou si je parle. Ça va le micro? Ça, ouais, là. Très bien. Okay, bon, je vais le garder comme ça. Alors, on a écrit avec Dominique un deuxième produit, d'une certaine façon, de cette réflexion. C'est un article qui est paru il y a quelques mois dans un média en ligne qui s'appelle AOC. Et nous avions intitulé cet article « San Antonio vu de l'extérieur ». Autrement dit, comment cet auteur et ces personnages qui nous sont extrêmement chers ont-ils été perçus ou pas dans les pays étrangers. J'étais frappé de voir finalement une exposition assez géniale par laquelle vous êtes passé,
qui documente extrêmement bien un mythe populaire national, mais cette histoire, elle est finalement, enfin, elle gomme une autre histoire qui est celle des circulations internationales, qui est celle d'autres saisies, d'autres perceptions du phénomène. Il faut voir d'où on part et d'où on parle. En fait, les travaux sur la littérature populaire en France sont, vous le savez, relativement récents. Il y a une bibliographie critique dont on voit quelques titres autour de nous. C'est gentil d'avoir mis nos productions. Finalement, des chercheurs qui travaillent sur les fictions populaires en France, ça remonte aux années 1970-1980, avec une augmentation au fil des décennies. Mais le point de départ a souvent et longtemps été un point de départ franco-français. Autrement dit, travailler déjà sur des fictions populaires et délaisser les corpus qui sont les corpus plus légitimes apparaissait comme un mouvement important pour les chercheurs qui ont délaissé la caractéristique majeure de ces fictions populaires, qui est la suivante: elles circulent. Et quand elles circulent évidemment à l'intérieur de nos frontières, elles circulent entre les classes sociales, elles circulent d'un médium à un autre, et vous êtes des lecteurs de romans, mais sans doute aussi des consommateurs de séries télévisées, policières, de films policiers, de bandes dessinées, etc. Enfin, ouais, vous voyez comment cette culture-là circule, mais elle circule aussi internationalement, et ça, c'est une histoire qu'on connaît moins bien, et qu'on connaît beaucoup moins bien, et que parfois on méconnaissait totalement. C'était le cas en tout cas pour Frédéric Dard. Donc ici on a quelque chose qui est de l'ordre d'un monument littéraire populaire, dont j'imagine vous connaissez les principales scansions, l'apparition à la fin des années 1940, 1949, et puis très vite une histoire qui devient une histoire populaire à la française, avec un éditeur populaire qui va faire de Dard voilà, une des matrices de la culture populaire de la Ve République. Sauf que, et Dominique va pouvoir vous montrer les premières illustrations et les premières couvertures qui viennent compléter efficacement l'exposition que vous avez dans l'entrée. Je ne sais pas si on peut voir quelques slides, non? Oui, bonjour Joséphine, je suis à la Vélipo devant tout le monde. J'essaye de commencer le meeting sur Zoom si tu veux. T'es connecté à Zoom? Oui, ben j'essaye justement de. Mais en fait, donc. On est en train de se faire hacker la conférence. Oui, oui d'accord, merci beaucoup. Hein. À tout de suite, hein, Joséphine. Excuse-moi, excuse-moi Loïc. Donc, juste si tu peux peut-être montrer quelques premières couvertures étrangères. Alors ça c'est une couverture sur la couverture du livre, une couverture étrangère justement, une couverture espagnole, parce que l'Espagne est un des premiers pays en fait à avoir traduit San Antonio dès les années 60, donc assez tôt, à une époque où Frédéric Dard lui-même n'en était pas conscient, parce que quand tu lui as posé la question, est-ce que c'est traduit, il disait non, au colloque de 65, au colloque d'Escarpit, il disait non, c'est pas traduit. En fait, ça avait déjà été traduit en anglais, le premier pays à avoir traduit, c'est en fait l'Angleterre, en 54, très très tôt. C'est vraiment les tout premiers San Antonio. Et donc l'Espagne l'a traduit aussi, c'est pour ça c'est des couvertures des années 60. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis le titre Armas para la Eternidad. On a mis le titre parce que c'est un peu cette idée-là, c'est des armes pour l'éternité, la traduction aussi. C'est comme la canonisation, c'est comme ça qu'une œuvre, alors l'éternité c'est long, mais c'est quand même comme ça qu'une œuvre passe au moins aux générations futures. Et puis il y a évidemment les illustrations coup de poing, ça aussi c'est San Antonio, c'est bien sûr de la littérature de choc, c'est de la littérature d'action, c'est de la littérature coup de poing. Alors pour aller un petit peu juste avant de... avant de faire... On ne va pas faire attendre Joséphine trop longtemps, voilà une couverture russe par exemple. Alors ça c'est un titre, ceux qui lisent de russe savent de quel San Antonio il s'agit, c'est moi vous me connaissez, hein, c'est moi vous me connaissez en russe. Hein. Voilà. Mais évidemment, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on le reconnaît précisément? Est-ce qu'on reconnaît ce San Antonio qu'on connaît lorsqu'il passe dans un autre pays, dans une autre langue? Et d'où l'idée d'avoir des marqueurs, vous voyez la Tour Eiffel, hein, pour nous montrer que c'est une série policière qui n'est pas russe, mais française. Voilà. Pardon, alors là on va passer direct à Joséphine maintenant, donc je reviens là-dessus, mais oui, malheureusement c'est quand j'ai cliqué, ça ne marchait pas. J'ai cliqué le launch meeting. Alors peut-être pendant que la technique se lance, je voudrais qu'on entre
aussi à l'intérieur de ces livres, puisque les couvertures nous témoignent de l'adaptation d'un imaginaire du policier ou de l'action à la française, mais les problèmes commencent à partir du moment où il s'agit de traduire d'art, puisque vous connaissez le front intérieur qu'il y a dans ces romans, l'opposition permanente entre un argot remanié, réinventé par Dard, une glossolalie folle, et une culture française plus classique qui est sans arrêt mise en jeu dans les romans. Donc la question c'est comment ce qui semble intraduisible est traduit et quel enjeu est-ce que ça pose aux traducteurs. Alors j'aurais voulu commencer par un exemple, et puis après, peut-être une fois qu'on aura discuté avec Joséphine, on pourra rentrer dans le détail des difficultés qui se posent aux traducteurs, et simplement vous lire un extrait et vous demander comment, finalement, je ne sais pas quelles sont vos compétences linguistiques en anglais, en italien, en espagnol, mais voilà, essayer de raisonner en se disant qu'est-ce qui serait traduisible, ou comment on arrivera à traduire le texte suivant. Donc c'est un extrait de C'est mort et ça ne sait pas, vous le connaissez, vous l'avez lu sans doute, 1955 pardon, pour la première édition, où je cite « Ça ronfle dans le secteur, excepté dans un troquet à bic, où les Nordafs du patelin se farcissent le kiff et soignent les vieilles lectures refoulées par le Sébasto. C'est des drôles de tendeurs, les crouilles. Chacun sait cela, les mystères en premier, la pointe bic, elles y tâtent volontiers. » Ok ? Bon. Déjà, voilà, un effort de notre part pour tenter de replacer dans le bon ordre la citation et de voir ce qu'il y a derrière chaque terme d'argot. Question, comment un roman comme celui-là va-t-il pouvoir être traduit, par exemple, en anglais? Qu'est-ce qui va poser problème pour une traduction? Et vous voyez ici les problèmes qui ne sont pas simplement des problèmes linguistiques, mais aussi des problèmes d'ordre moral ou d'une certaine lecture de la société qui peuvent se poser aux traducteurs. Dans la version anglaise, seul subsiste pour vieille laitue l'expression Paul Hags, que tu traduirais par... Et Haridel plutôt, hein. Hag, ouais, c'est Haridel. Donc qui lui est emprunté à l'argot courant, et les mentions racistes, péjoratives, s'effacent, Nordaf, crouille, au profit de termes qui sont des termes plus neutres, Arabs, North Africans, comme les métaphores scabreuses et racistes, la pointe bic notamment, qui est exclue du passage en anglais. Alors peut-être que tu peux nous raconter comment ça se passe dans d'autres pays, cette mécanique qui vise finalement à faire comprendre, mais en faisant comprendre, eh bien, ce front d'une langue contre une autre qu'il y a à l'intérieur des romans de Dard et d'Henri Antonio est soit effacé, soit déplacé, soit remplacé par d'autres enjeux linguistiques qui sont propres au pays. Je pense à l'Italie par exemple. Oui, l'Italie c'est un excellent... Merci beaucoup. Donc on va un petit peu changer l'ordre. L'Italie c'est un excellent exemple parce que c'est le pays où San Antonio a eu le plus de succès pour des raisons sur lesquelles on peut spéculer, mais il y a des raisons de proximité culturelle, bien sûr. Hein, l'Italie, c'est un pays plus proche de la France, culturellement, par bien des choses. Alors voilà des couvertures italiennes qu'on trouve ici. Mais ce n'est pas la seule raison, je pense, la proximité culturelle, parce que justement, l'enjeu dont tu viens de parler, la traduction de l'argot, constitue quand même un obstacle. Et les premières traductions italiennes n'étaient pas bonnes. En fait, l'éditeur a dû refuser les 3 premiers traducteurs, donc l'éditeur Mondadori, qui à partir de 70 commence à traduire, donc, comme on disait, un San Antonio par mois. Mondadori, qui est l'éditeur de la collection Giallo, hein, la collection historique du roman policier, puisque on a Le Masque en France en 29, il y a Giallo en Italie qui commence à la même époque. Je ne sais pas exactement lequel est le premier, je l'ai su, je confonds, je crois que Le Masque est premier, Giallo est second, enfin, c'est la même idée. Le roman policier, c'est le roman Giallo en Italie. Et donc Frédéric Dard publie chez l'éditeur, donc policier central en Italie pendant cette période. Vous voyez que San Antonio a le visage d'un acteur qui va mourir, hein, français, Belmondo. Et c'est un trait assez caractéristique donc, de cette réception en Italie, c'est que c'est une réception qui est contemporaine du succès des coproductions franco-italiennes dans le 2 domaines essentiellement, le comique et le policier. Et San Antonio, justement, c'est les deux, c'est du policier comique.
Et donc il capte sur tout un réseau comme ça intermédiatique de séries qu'on voit à la télévision, de films policiers qu'on voit au cinéma, et dont Jean-Paul Belmondo se trouve effectivement être l'acteur. D'ailleurs, Jean-Paul Belmondo aurait été un San Antonio formidable dans les quelques films qui ont été faits. Et peut-être que, oui, voilà, le succès, il y a eu peu de succès de San Antonio au cinéma, comme vous le savez, hein, les dernières incarnations, ça a été Gérard Lanvin et dans le rôle de Berrurier, Gérard Depardieu dans le film de 2004, San Antonio. Qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais aucun de films de San Antonio n'a eu un succès comparable, à part les films tirés des grands romans de San Antonio, les films de Jean-Pierre Mocky. Il était en français dans la salle, mais ça c'est pas la série San Antonio, c'est San Antonio l'auteur qui écrit des grands romans. Voilà. Donc en Italie, donc ce problème de traduction auquel tu faisais allusion, ce problème d'argot, en fait a été résolu pas immédiatement, mais seulement, et de manière un peu clandestine, que moi-même j'ai découvert très tard, c'est seulement cette année en fait. Le grand traducteur, c'est Bruno Just Lazari, qui a traduit quasiment une centaine. Donc il était presque devenu Frédéric Dard, sauf qu'il écrivait 3 fois plus vite que Frédéric Dard, vu qu'il en publiait un par mois. Alors que Frédéric Dard, c'était quand même, malgré sa productivité immense, c'était plutôt un par trimestre, hein, un San Antonio nouveau par trimestre. Et c'est important aussi, ça, la périodicité, puisqu'on est vraiment à la limite entre le livre et le magazine, vous voyez, trimestriel. Mais en Italie, c'était le magazine mensuel. Donc ce Bruno Just Lazari, il publiait très rapidement un San Antonio nouveau, et avec une qualité d'argot précisément excellente. Alors il y a dans le livre une étude qui a été faite par un traducteur professionnel justement qui vit en Italie et qui compare les stratégies des traducteurs italiens avec les stratégies mises en place par Frédéric Dard. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à très récemment, c'est qu'en fait c'est pas Bruno Just Lazari lui-même qui était responsable de l'argot, mais son éditeur, un homme de l'ombre, enfin un homme assez connu, d'ailleurs j'avais son livre ici mais il était rangé, Gianni Risoni. Et Gianni Risoni était éditeur chez Mondadori, il a créé des éditions aussi, les EO Edizioni, qui ont continué à traduire San Antonio, et c'est lui finalement qui traduisait l'argot, parce que Risoni s'avérait être le traducteur de Le Breton, Rififi, qui avait eu du succès dans la collection Mondadori, enfin déjà dans la série noire au début, puisque le mouvement du roman noir en langue verte, c'est Le Breton et avant lui Simonin qui l'initie, même si après San Antonio a continué ça pendant beaucoup plus longtemps. Alors, Joséphine Dard me dit qu'elle n'a toujours pas le lien en fait. Hein. Ah d'accord. Donc ben, tu peux juste, tu veux bien lui rappeler, je vais lui dire qu'il arrive. Donc pour Risoni, donc quand ils ont vu le problème que posait l'argot pour traduire San Antonio, il ne suffisait pas de le traduire vite comme faisait Just Lazari, il fallait aussi y injecter la qualité substantielle, parce que qu'est-ce que c'est qu'un San Antonio? C'est beaucoup de choses. C'est un contrat de lecture de roman noir américain, puisque c'est d'ailleurs pseudo-américain, puisque le modèle c'est les Lemmy Caution qui sont écrits par un américain, mais par un anglais, Peter Cheney, qui écrit à la manière Hardboiled. Donc ça c'est le contrat de lecture de base, c'est du roman noir parodique. Ensuite, il y a des personnages récurrents qu'on s'attend à retrouver. Berrurier a un rôle très important. Alors comment rendre Berrurier un public italien? Bon là, il y a tout le côté comédia, on comprend que ça peut bien marcher. On voit aussi les films de Fellini, tout cet accent, voilà, même Marco Ferreri, la grande bouffe. Enfin, on voit comment on peut faire un Berrurier italien, on voit assez bien. Et qui quand même une qualité importante, c'est l'argot. Et ça, donc, le passage par Le Breton a créé un dictionnaire d'équivalents franco-italiens et qui a donné à Risoni, mais sans qu'il signe. Il a signé quelques traductions lui-même, mais les traductions de Lazari, elles sont toutes faites aussi en collaboration avec Risoni. Donc ça, c'est clandestin. On l'a découvert en travaillant pour ce livre. En fait c'est une découverte qu'on n'a pas fini d'exploiter. On est encore en train de voir ce qui était fait. Risoni vit toujours. Alors, j'avais un livre ici, le livre qui est préfacé par Jean-Patrick Manchette, justement, qui est un livre que Risoni a fait avec Lebrun et avec Benvenuti, qui est le roman criminel. C'est un livre que vous avez là dans la bibliothèque, que je vais sortir ce matin juste pour vous le montrer. Voilà, il est là. Merci beaucoup. C'est un des meilleurs livres, merci beaucoup. C'est un livre de 82. La préface de Manchette est très célèbre aussi, hein, où il fait l'apologie des auteurs de romans noirs, disant que c'est des écrivains industriels, mais qui sont aussi des stylistes, puisqu'ils vivent dans une activité, enfin ils opèrent dans une activité culturellement déclassée, mais malgré tout ils vont se mettre un point d'honneur à être des rebelles, à être des rebelles de la société, comme l'ont été les romanciers réalistes du XIXe siècle. Ils comparent finalement les auteurs de romans noirs à Flaubert, à l'écriture de la désillusion.
Voilà, donc, ce Gianni Grisoni dont je vous parle, c'est un des éditeurs donc, de ce livre excellent, un des meilleurs livres sur le roman criminel plutôt que le roman noir ou le roman policier, parce qu'il adopte une posture internationale, et il voit les comparaisons entre les différents pays. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a une telle place à Frédéric Dard et à San Antonio dans ce livre. Déjà pour l'année 82, à l'époque, c'est quand même vraiment l'écrivain français qui vend le plus de livres policiers, mais aussi parce que, précisément, Grisoni, il est très intéressé au succès de San Antonio. Il est même très intéressé parce qu'après que Mondadori jette l'éponge au bout de 9 ans, c'est Grisoni qui, lui, investit personnellement dans son temps, son travail et son argent aussi pour essayer de continuer donc, le succès de San Antonio en Italie. Voilà, donc, je crois avoir répondu à ta question. Oui, est-ce qu'on lance... Oui, on va essayer de voir si on peut lancer ça. Notre invité Misla. Voilà. Nous on est là. Et par contre, Joséphine. Alors, je ne vois pas Joséphine encore. Alors, tiens, reprends. Ouais, merci. Moi, je vais reprendre. D'accord, super. Vas-y. Alors, peut-être quelques chiffres. Tu en as évoqué certains en introduction. En général, on estime que Simenon a été traduit à 500 millions d'exemples, enfin 500 millions de livres vendus à travers le monde. Les estimations que l'on a pour Dard, c'est 200 à 250 millions d'exemplaires. À vrai dire, c'est difficilement vérifiable et ce sont sans doute des travaux qu'il faudra continuer une fois digéré ce premier travail sur San Antonio International. Autrement dit, tenter de faire une histoire éditoriale plus complète, plus sérieuse, plus sourcée, pour voir finalement la destinée de ces traductions. On a quelques chiffres de tirage. Pour Mondadori, c'était à peu près 30 000 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal. Et on évoque, pour certaines traductions russes, 100 000 exemplaires. Difficile de savoir ceux qui ont été lus, ceux qui ont été mis au pilon, et ceux qui participent d'un mouvement de traduction beaucoup plus large, puisque on sait qu'en Russie, à partir de la fin des années 80, il y a une forme de frénésie. Elle touche les romans de Dard, mais elle touche beaucoup plus largement la culture populaire à la française. Voilà. Fantomas réapparaît ici, puisque lui aussi est traduit massivement à la fin des années 1980 et au début des années 90 en Russie. Donc il y a ces lecteurs qui vont découvrir San Antonio et Dard à travers les traductions. Il y a ces lecteurs professionnels que sont les traducteurs qui tentent de l'adapter et de rejouer le front linguistique d'une autre manière. Et puis il y a aussi le rôle joué par cette littérature pour des lecteurs qui ne sont pas dans l'Hexagone et qui voient la lecture de Dard comme une sorte de rite de passage. Réussir à le comprendre, et donc comprendre ce qui nous amuse quand on lit le roman de San Antonio, autrement dit les allusions, les jeux entre fiction et réalité, la reconnaissance d'un certain nombre de personnages, l'usage de l'argot, le fait de le maîtriser, d'une certaine façon, fait entrer dans une communauté linguistique plus large, et donc chez les francophiles qui sont en Angleterre, qui sont en Roumanie, qui sont en Russie, dans les années 60, 70, 80, beaucoup de ceux qui deviendront ensuite profs de français dans les lycées ou dans les universités, eh bien, ont eu la lecture de Dard comme une espèce d'expérience de ce qu'est la francité. Et donc le maîtriser veut dire qu'on entre dans cette communauté linguistique élargie. Quelques témoignages. Alors il faudra sans doute piocher dans La Passion de San Antonio, Dard et ses lecteurs pour trouver quelques cas de lecteurs étrangers célèbres. Tu compléteras mes exemples, mais on sait que, par exemple, Alain Mabankou a expliqué que dans ce qui lui a permis de rentrer dans une littérature française, hexagonale, il y avait un certain nombre d'auteurs populaires, San Antonio bien sûr, mais également SAS, qu'il a aussi beaucoup lu dans sa jeunesse, et c'est finalement un peu contre-intuitif quand on voit la représentation de l'étranger que comportent ces romans, et c'est sans doute un des thèmes
que l'on pourrait aborder maintenant, la manière dont Dard représente aussi l'extérieur, puisqu'il y a un jeu double, hein. C'est à la fois comment ces ouvrages circulent, comment est-ce qu'ils sont perçus à l'extérieur, mais aussi comment ces ouvrages nous ont nourris pendant des décennies d'une certaine représentation de l'ailleurs et de l'étranger. C'est un des enjeux majeurs de ce livre collectif. Oui, et effectivement, alors pour compléter, on pourrait faire une liste longue des différents auteurs qui, voilà, on dit qu'ils aimaient bien San Antonio. Il y a Massimo Carlotto, par exemple, qu'on a interviewé et qui se trouve dans le livre. Il y a un écrivain français, mais qui est devenu un écrivain canadien, comme Luc Barranger, par exemple. Il y a Yasmina Khadra, qui disait que son commissaire Love, finalement, c'était un peu un hommage au commissaire San Antonio. Il y a alors souvent les écrivains qu'on appelle post-coloniaux, enfin qui viennent de contextes coloniaux et qui ont été décolonisés, aiment San Antonio parce que c'est un décolonisateur du langage, justement. Parce qu'il a décolonisé la langue française de l'intérieur, comme eux l'ont fait alors aux Antilles, par exemple, je pense à Patrick Chamoiseau, par exemple, ou dans d'autres traditions. Donc on trouve ça véritablement dans les pays qui ont la francophonie en partage, et on trouve ça aussi dans des pays, par exemple dans les pays anglophones, chez les francophones. Et ça, c'est un aspect aussi qui m'a semblé important dans ce livre, c'est comment c'est des communautés de français, de locuteurs du français, puisque San Antonio fait quand même appel à des connaissances de français très poussées, à un niveau de français très avancé, ne serait-ce qu'à cause de l'argot dont on a parlé. Souvent, c'est un peu un brevet, c'est Diana Holmes et Margaret Atwood, qui sont deux professeurs anglaises très célèbres en Angleterre et très francophiles, qui disaient que pour elles, dans les années 60, lire San Antonio, lorsqu'elles étaient jeunes filles étudiantes de français en France, c'était comme Godard, c'était un brevet de francophilie, c'était un brevet qu'on comprenait la culture française dans ce qu'elle avait à l'époque, donc de plus caractéristiques. Et donc c'était un point d'honneur. Et pour beaucoup, et ça se trouve en Russie, il y a une interview dans le livre aussi de Gennady Barsoukov, qui a traduit, c'est un traducteur passionné, c'est d'ailleurs le dernier traducteur en Russie de San Antonio, qui a traduit donc une dizaine de livres de San Antonio et de Frédéric Dard, je le jure, de Frédéric Dard, qui a découvert ça intéressamment en Algérie. À l'époque, il y avait des contacts entre l'URSS et l'Algérie, donc là on parle de l'époque de l'URSS encore, et il travaillait dans les pétroles, donc voilà, et dans son temps libre en Algérie, envoyé donc par l'URSS, il lisait sur les marchés les livres qu'il pouvait trouver là-bas, et il y avait notamment des livres de San Antonio, donc il y a beaucoup circulé en Afrique. C'est quelque chose qu'on sous-estime finalement, c'est sa présence, même en français, donc pas seulement en traduction, mais en français, dans d'autres pays que la France. Alors soit donc dans les aéroports, soit dans d'autres lieux où on pouvait trouver des livres en français. Et il y a toutes sortes d'écrivains comme ça, je pense à Picouli par exemple, Daniel Picouli aussi, qui raconte comment il a pu découvrir San Antonio dans la bibliothèque de son père, qui travaillait pour Air France, je crois, qui travaillait dans le domaine des transports aériens, qui lisait peu mais qui lisait San Antonio, qui lisait beaucoup de San Antonio. Donc il y a un phénomène qui transcende toutes les barrières, que ce soit les barrières de la lecture, les barrières symboliques de l'accès à la lecture, et les barrières des langues aussi. Donc moi, ce qui me fascine toujours, c'est à quel point San Antonio, malgré sa difficulté, même sa difficulté pour beaucoup de gens qui lisent par ailleurs, c'est de la difficulté du vocabulaire, de la syntaxe, des phrases parfois très longues, parfois des pages et des pages d'invectives, ou des pages et des pages de néologismes, et malgré ça, c'est quelque chose qui se lit énormément, qui est très lisible. Donc, il est à la fois illisible un peu à la James Joyce, parfois, comme j'habite l'Irlande, en boutade, j'ai dit finalement San Antonio, Frédéric Dard, c'est un peu le James Joyce français, c'est un peu un écrivain moderniste qui pousse la langue un peu dans tous les sens, qui la triture, et donc il y a ce côté obscur aussi quand on regarde le vocabulaire, mais contrairement au Finnegan's Wake de James Joyce, qui est rigoureusement illisible, il faut bien le reconnaître, enfin tellement c'est dense, San Antonio reste toujours lisible. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Alors je pense qu'on pourrait quand même essayer de voir si on peut parler avec Joséphine, si j'essaie de nous remettre, parce que sinon je ne sais pas. Peut-être au pire qu'on peut l'appeler sur WhatsApp, et puis on n'aura pas l'image, mais on pourra discuter avec elle comme ça. On pourra peut-être poser des questions. Et lui poser des questions. Oui. Alors, parce que j'ai l'impression qu'elle n'arrivera pas à se connecter, moi. Oui, moi j'ai un peu l'impression qu'elle est là. Et puis comme elle a d'autres obligations, je ne veux pas non plus la faire trop attendre. Appelle-la peut-être sur WhatsApp. On mettra... J'aurai l'image comme ça. Je pourrais vous montrer Joséphine. Mais... Bon.
parce qu'on est en présence, mais c'est à peu près aussi compliqué que pendant le confinement avec les conférences sur Zoom. Bonjour Joséphine. Alors on est à la Bilipo. Voilà. Ah oui. Si on peut voir l'expo, ce serait bien, oui. Mais peut-être le micro devant le téléphone pour qu'on puisse entendre ce que... Ouais. Pour l'instant, oui. Je ne sais pas ce que les gens voient derrière, parce que c'est comme filtré par mon téléphone. Donc oui, c'est l'expo. Donc c'est un peu l'équivalent de l'expo qu'on a ici, parce que forcément c'est sur Frédéric Dard, c'est le même sujet. Ah oui, c'est magnifique. Oui, je vois là. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Écoute, c'est pas idéal parce que visiblement sur Zoom, là, on a essayé quand même plusieurs fois de se connecter, mais je crois que bon, ça marche pas. Et comme tu dois faire l'inauguration, on voulait pas non plus prendre trop de ton temps à essayer de te connecter, mais on pourrait juste peut-être poser quelques questions et proposer à la salle aussi de te poser quelques questions, puisqu'on est ici vraiment entre lecteurs et passionnés de Frédéric Dard. Donc, je sais pas, peut-être la première question, simplement, ce serait, maintenant qu'on a fêté son centenaire, pendant toute l'année, il y a eu quand même plusieurs manifestations, qu'est-ce qui te semble avoir été, je sais pas, les hauts lieux, les moments importants de ce centenaire? Je pense que c'était Sochet, parce qu'il est enterré là-bas. Moi, c'est ce qui m'a procuré le plus d'émotion. J'ai aussi emmené son bureau là-bas pour l'expo, pour les 100 ans. Et puis j'ai décidé de le laisser parce que je trouve qu'il est bien là-bas et je trouvais sympa l'idée qu'il ait son bureau à côté de lui. Donc je crois que c'est ce qui m'a donné. Oui, alors moi aussi, j'étais aussi à Saint-Chef et c'est vrai qu'en plus il faisait magnifique, c'était une journée de juin splendide, c'était pour l'anniversaire de Frédéric Dard. Alors j'ai une question dans la salle, si tu veux. Ah non, je crois que... Donc, ça va, est-ce que vous entendez quand même? Ça va. D'accord. Écrit, ta vidéo est en pause. Ah voilà. Voilà, ça revient, oui. Super. Donc, et alors peut-être une chose aussi, quelle est l'image de San Antonio aujourd'hui, donc 100 ans après sa naissance, 20 ans après sa mort, enfin 20 ans après la mort de Frédéric Dard? Parce que San Antonio est immortel, lui. Ce qui est fou, je le trouve encore tellement présent et tellement important quand on voit par exemple leur série du point et tout ce qui s'est passé en dehors des manifestations qu'on a fait nous-mêmes. Mais franchement, j'ai trouvé que beaucoup de journalistes et beaucoup de monde répondaient présent à cet anniversaire et ça fait du bien, vraiment. Il est toujours vivant, il est toujours là dans nos cœurs. Très bien, c'est ce que je pense aussi. Oui, alors une question là, au fond, oui, monsieur. Je voulais savoir s'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent encore à San Antonio. Est-ce que l'idée de rapprocher ces jeunes, de passer éventuellement à un essai sous forme de bande dessinée est envisageable? Je ne sais pas si tu as entendu la question, Joséphine. Je te répète la question, alors si vous me permettez, je vais répéter. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent encore à San Antonio? Et est-ce que le passage à la bande dessinée, je pense que vous faites allusion à la bande dessinée de Michael Sanlaville récemment sur San Antonio, ça a pu apporter de nouveaux lecteurs? Je crois, oui. J'ai rencontré à un salon de Genève, par exemple, une jeune femme qui avait une trentaine d'années, qui était juriste et qui le découvrait. Je crois qu'il y a la bande dessinée, puis on a aussi un petit projet audiovisuel, enfin même un gros projet. Donc oui, je pense qu'il est toujours là, que les jeunes arrivent, que la génération suivante s'y intéresse et peut-être le découvre, a plus de mal à découvrir, mais le découvre tout de même. Et lié à ça, justement, comment est-ce qu'il pourrait commencer, à ton avis, pour découvrir San Antonio? Alors ici, tu prêches plutôt à des convertis qui l'ont découvert il y a longtemps, mais pour découvrir, pour des jeunes, il faudrait commencer où, à ton avis? Je sais pas, peut-être par des Frédéric Dard pour y aller doucement. Et puis, c'est pas très objectif, par faut-il tuer les petits garçons pour les mains sur les hanches?
Oui, alors tu dis que c'est pas très objectif, tu peux dire pourquoi? Alors donc ce livre qui est un grand Frédéric Dard, à l'époque c'était des livres, donc celui-là a été publié dans les années 80, en 84 je crois, donc c'est des romans qui sont signés San Antonio mais qui parlent vraiment de Frédéric Dard, et celui-là très particulièrement de Frédéric Dard. Tu peux peut-être dire pourquoi, et effectivement c'est très subjectif, parce que effectivement toi tu as une raison très particulière aussi d'être lié à ce livre. Oui, parce que c'est ce livre qu'il était en train d'écrire lorsque j'ai été kidnappée et que justement dans ce livre il racontait une histoire semblable à la mienne et ce qui était terrible c'est qu'il s'est toujours demandé s'il avait attiré dans sa vie cet événement ou s'il l'avait pressenti. Donc c'est un livre à mon avis très spécial. Oui, parce que ça montre vraiment le côté vraiment démiurgique de l'activité d'écrivain. Enfin, c'est vrai qu'à l'université, on a tendance à beaucoup rationaliser l'écriture ou à la socialiser, à la sociologiser. Mais enfin, il y a aussi l'expérience de l'écrivain, l'expérience qui est vraiment une expérience mythique et mystique aussi. Et ça, ce livre-là, c'est vraiment une chose qui met en exergue. Il y a un passage très important du livre où il s'arrête, il dit voilà où j'en étais de mon manuscrit, quand ce qui s'est passé dans mon roman, c'est passé dans ma vie. Et c'est... Oui, je suis désolée, je vais devoir vous laisser, mais je vous embrasse très très fort et puis ça m'a fait plaisir de vous apercevoir et je suis navrée de pas être avec vous. Bien, merci beaucoup, tu peux regarder. Voilà, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, on était ravis de te voir. Bon, pardon pour les conditions techniques, merci pour ta patience, c'était pas super. Bon, au plaisir, à très bientôt. Et bonne inauguration, au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Loïc aussi te dit au revoir, salut. Voilà, alors là, moi je vais arrêter parce que de toute façon ma batterie va mourir. Parce que ça c'était la dernière chose qui manquait. Alors... Juste que tu le coupes, sinon on va l'entendre. Ah, mais voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir eu la patience de nous suivre dans nos errements technologiques. Et je pense que c'était quand même important de pouvoir voir Joséphine. Et donc, ça montre aussi le dynamisme et aussi finalement le côté provincial aussi de la réception de Frédéric Dard. En fait, Paris, on pourrait dire que ça n'a jamais vraiment été l'épicentre de San Antonio, même si c'est le commissaire San Antonio de la police parisienne, il est au Quai des Orfèvres, etc. Mais c'est un provincial à Paris. C'est un Savoyard, oui. Vous avez une question? Pardon, je vous ai interrompu, continuez, je la poserai après. Oui, moi, si vous voulez, ça ne me gêne pas du tout. Est-ce que c'est possible de parler de l'évolution du travail de Frédéric Dard tout au long de sa carrière? Oui, bien sûr. Alors je finis juste sur la province, mais effectivement, je vais y aller. Donc, on a d'autres trucs à dire sur l'international avant. Comme tu veux. Oui, mais bon, pour répondre aux questions, on va revenir sur l'international, si tu veux. Mais, enfin, si ça gêne. Non, Pour la province, en fait, il y a un phénomène qui est très intéressant et on peut voir que c'est une stratégie délibérée du Fleuve Noir. C'était de mettre les livres sur les présentoirs dans des tas d'endroits, notamment des bureaux de tabac. Alors beaucoup de gens ici l'ont connu, moi personnellement je n'ai pas connu cette époque-là, avec des conditions de retour très strictes qui faisaient que les débitants de tabac avaient intérêt à vendre les San Antonio parce que l'éditeur Le Fleuve Noir ne les reprenait pas. donc ces San Antonio se sont retrouvés dans toute la France, dans des petites villes, dans les endroits les plus reculés, ce que la Série Noire ou d'autres éditeurs n'avaient pas voulu démarcher. Comme véritablement une vente presque forcée, en tout cas pour les pluralistes qui voulaient vraiment que ça se vende. Donc le phénomène San Antonio au début des années 60, c'est aussi un phénomène de minage du territoire national. Pour rien laisser, donc l'éditeur part en mission avec San Antonio, qui justement décrit bien la province, puisque Frédéric Dard c'est un Savoyard, il a grandi dans une ferme, enfin il a vécu d'ailleurs dans une ferme en Suisse par la suite aussi, c'est vraiment son univers, la campagne. Et alors il vit dans un monde parisien qu'il voit comme hostile, donc ça va bien avec le genre noir, et ça se voit notamment dans les Frédéric Dard. La plupart de ces personnages dans les romans qui signe Frédéric Dard, les romans de la nuit, c'est des personnages déracinés qui se trouvent dans la grande ville, ce qui est le cas de beaucoup d'Américains du roman noir aussi au fond. Le roman noir américain, c'est aussi le roman de l'espace américain, qui est un espace qui est souvent rural, on pense aux romanciers du Sud, on pense à Thompson, à des gens comme ça. Donc Frédéric Dard, là, il tape en plein. Alors juste pour répondre en deux mots, l'évolution de ces pratiques d'écriture. Alors, l'exposition le montre très bien justement, l'exposition qui est là. Alors on voit donc une armoire, la période lyonnaise,
où il écrit des romans, pour moi, qui sont un peu inspirés par le cinéma du réalisme poétique. C'est des romans où, alors il y a un roman qui se passe en usine, quand il a eu une brève expérience de l'usine, parce qu'il est un peu comme Balzac, il a fait différentes activités, mais qui sont toutes liées au métier du livre en réalité. Hein, il a essayé d'être éditeur, il a été journaliste, il a fait du théâtre, mais il est toujours dans le métier du livre, c'est rare qu'il fasse d'autres choses. Alors il a écrit un livre aussi dans cette époque que j'appelle le réalisme poétique, un petit peu, bien que ce soit après le réalisme poétique, puisque c'est les années 40, dans les années 30, mais il décrit aussi une expérience avec les routiers, par exemple, Bataille sur la route, ça s'appelle, c'est un roman, ils sont tous publiés en province, à Lyon, à Saint-Étienne, à Gap, et dans ce Bataille sur la route, finalement c'est un reportage qu'il a fait auprès des routiers. Alors c'est avant le film Gasoil avec Jean Gabin, hein, qui montre voilà, la vie des routiers comme quelque chose de, là aussi, une conquête du territoire en fait. C'est une conquête de l'espace et par la technologie. Et alors donc il y a le moment, donc ça c'est jusqu'en 49, et puis il y a le moment où il monte à Lyon, de Lyon à Paris, parce qu'il a lu dans un livre de mémoire publié par son mentor, Marcel Dranchet, qui est un écrivain, il y a un prix Marcel Dranchet d'ailleurs, Michel Ambarek, un écrivain de série noire, avait reçu le prix Marcel Dranchet pour un de ses romans, donc c'est un prix qui vient d'être décerné. Marcel Dranchet avait dit Frédéric Dard, c'est l'écrivain né le plus doué que j'ai jamais vu de ma vie. Quel dommage qu'il vive à Lyon. S'il était à Paris, il serait reconnu. Et de fait, donc, quand il a lu ça, il avait presque 30 ans déjà, Frédéric Dard, il s'est dit, voilà, il est parti le mois suivant, il avait répondu à une annonce, et il a pris le premier pavillon qu'il a pu, il s'est installé au Mureau. Alors, si vous lisez Frédéric Dard, ça n'a pas l'air terrible, si vous allez au Mureau, c'est magnifique. C'est un très beau pavillon, bon, avec la distance du temps, bien sûr aussi. C'est une très belle maison qui date de la Révolution française, dans un grand jardin. C'est là qu'il a écrit la plupart de son œuvre jusqu'en 1965, puisque après 1965, donc, il quitte assez brutalement les Mureaux, sa femme, sa vie d'avant, et il va vivre en Suisse à partir de là. Enfin, il va vivre sur l'île Saint-Louis à une certaine période, il va vivre en Suisse. Mais donc cette période-là, moi, c'est la période vraiment cruciale, entre 49 et 65, où il écrit à un rythme d'enfer, un rythme vraiment de forçat. Donc des San Antonio, des pièces de théâtre. Il est connu d'abord comme auteur de théâtre. Hein. Il adapte Sinon, La Neige était sale en 1950. C'est une première grande chose qu'il fait quand il arrive à Paris. Sinon, on lui a proposé ça parce qu'il avait admiré un roman justement de jeunesse de Frédéric Dard qui s'appelait La Crève, dans laquelle il décrit finalement une histoire qui est assez similaire à celle de La Neige était sale, une histoire de guerre dans un pays qui a été occupé, et d'un petit délinquant finalement qui se fait embringuer dans tout ça. Il a des succès au théâtre et puis il a des revers au théâtre. Alors des succès au théâtre, c'est dans le théâtre du Grand Guignol avec Robert Hossein, qui est son grand ami. Ils ont travaillé beaucoup au théâtre ensemble, par la suite aussi. Mais enfin, ces années-là du Grand Guignol sont vraiment importantes, le début des années 50 jusqu'au milieu des années 50. Quelques revers quand il s'attaque à des pièces un peu plus ambitieuses. Il y a une adaptation de Bel Ami de Maupassant, par exemple. Et puis, donc, il réussit à convaincre Armand de Carreau. Il avait un agent aussi, un Jean Birger. Je pense que c'est son agent en fait, qui a démarché Armand de Carreau, l'éditeur du Fleuve Noir, en lui faisant connaître le premier San Antonio, que vous avez donc ici dans l'exposition, qui a été publié à Lyon sans aucun succès. Donc il s'est retrouvé chez un soldeur, passage du Caire, parmi les piles d'invendus. Voilà, je crois qu'il en a vendu seulement 500 exemplaires du premier San Antonio, par rapport aux 600 000 par la suite, c'est évidemment complètement disproportionné. Mais donc l'agent et l'éditeur ont vu le potentiel de ce livre, trouvé chez un soldeur, et ils ont décidé de le faire entrer dans la collection Spécial Police, qui venait de commencer justement en 49 aussi, donc au Fleuve Noir, qui allait devenir le plus grand éditeur populaire français. Et c'est la base finalement du succès aussi du Fleuve Noir. Et très rapidement, on voit les chiffres, 5 000 exemplaires, 10 000 exemplaires, 15 000, 20 000, enfin chaque année, ça se multiplie presque de façon exponentielle les tirages. Et il y a des années comme ça où Frédéric Dard écrit, en 57 par exemple, il écrit, je crois, 7 San Antonio, autant de Frédéric Dard, et c'est là qu'il a aussi le Grand Prix de littérature policière, donc qui consacre son œuvre, en même temps que Patricia Highsmith, qui est très intéressant. Elle a le Grand Prix de littérature policière internationale, lui il a le Grand Prix de littérature française. En fait, les deux sont assez proches à mon avis. Frédéric Dard, lorsqu'il écrit sous son nom, pour son roman Le Bourreau pleure, c'est vraiment qu'il a eu le Grand Prix. Il y a Patricia Highsmith, l'univers de Mr. Ripley, tout ça, c'est l'univers de personnages duplices, profondément sournois, tout ça, on trouve ça beaucoup chez Frédéric Dard également. Voilà, et puis alors dernière étape, donc ça c'est le succès, c'est les années 60, etc. Et puis donc la dernière étape, après c'est le grand écrivain, finalement de plus en plus reclus, parce qu'il va vivre en Suisse,
ces livres se vendent tellement que tout le monde le connaît et que les médias ne peuvent plus l'ignorer vraiment. Même s'il a toujours été très bien introduit dans le milieu du show business, grâce au théâtre, grâce à d'autres choses. Il a écrit avec Aznavour, par exemple, une opérette en 65, Monsieur Carnaval. Il a fait des choses comme ça, mais il connaissait Johnny Hallyday. Enfin, il était vraiment proche du milieu du showbiz, beaucoup plus que du milieu littéraire. Mais enfin, à partir des années 80-90, voilà, son l'aura, la stature qu'il avait eue, la télévision aussi qui a relayé ça. Il a commencé à être très invité dans des émissions. Sur Apostrophe, il est devenu un bon client, on le voyait beaucoup sur Apostrophe. Il a été invité voilà, au grand échiquier de Jacques Chancel, des choses comme ça. Et donc, ça devient vraiment un phénomène médiatique dans les 2 dernières décennies de sa vie, les années 80-90, et ça coïncide justement avec ces grands San Antonio dont on parlait tout à l'heure avec Joséphine. Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches? Y a-t-il un Français dans la salle adapté par Moki? Voilà. Et, une question, et donc pour répondre à la question de Loïc, je pense que je te rends le micro. Non, on va ouvrir peut-être maintenant et puis on reviendra à l'international si non, enfin ça dépend de l'heure. Ah oui, d'accord. Oui. Peut-être qu'on peut simplement ouvrir à la salle. Alors pour l'international, je te laisse quand même dire 2-3 choses sur l'international qui te tiennent à cœur, et peut-être qu'effectivement après on peut ouvrir les questions et je peux montrer quelques images que j'avais de couverture internationale pendant que tu parles. Ouais, ce que je voulais ajouter, parce que c'est présent en fait dans notre San Antonio international, c'est que finalement on découvre aussi un San Antonio lu et étudié par des chercheurs qui viennent d'autres pays et qui du coup posent à ce patrimoine littéraire national des questions qui sont assez différentes et qui notamment reviennent sur une représentation de l'étranger qui est parfois problématique. Je pense à sa représentation du monde décolonisé, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et je pense que tout ça, dans la question de son actualité, dans la façon dont aujourd'hui la jeunesse pourrait s'en ressaisir, pourrait le lire, eh bien, il y a sans doute une lecture critique aussi à faire de ce San Antonio-là, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure il pourrait être propulsé à nouveau dans une époque qui serait la nôtre, quoi. Donc il y a aussi ça, et c'est sans doute aussi ce qui explique en partie le fait que le Dard qui est connu et traduit plus longuement à l'étranger, c'est pas forcément le Dard de San Antonio, mais c'est celui des romans de la nuit. Donc un Dard qui est différent et qui, avec ces romans-là, finalement, touche aussi un lectorat qui est sans doute pas le même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, qui n'est pas forcément le même. En France, on trouve justement, j'avais écrit il y a une dizaine d'années déjà un livre qui s'appelait San Antonio et son double, parce qu'on trouve finalement ces 2 aspects, et souvent ça se réconcilie, parce qu'on sait bien reconnaître dans San Antonio aussi les aspects noirs de Frédéric Dard, mais dans Frédéric Dard, il n'y a pas tellement les aspects exubérants de San Antonio. Les Frédéric Dard sont beaucoup plus épurés, sont beaucoup plus traduisibles aussi, parce que l'influence là c'est beaucoup plus Simenon. Le Simenon justement qui s'exporte à l'étranger mieux qu'aucun auteur français en réalité. C'est vraiment un auteur qui semble écrire pour le marché international, puisque ces situations sont abstraites, ces personnages sont abstraites, ils sont contextualisés bien sûr, mais enfin ils sont transposables, ils sont presque universels, quoi. Ils sont en réalité universels. Ce qui n'est pas le cas de San Antonio, qui lui au contraire est très très ancré dans un milieu français. On dit qu'il est rabelaisien, mais ça fait aussi partie de tradition française bien sûr. Alors que les Frédéric Dard, eux, c'est ça, c'est un déracinement. On faisait tout à l'heure allusion au roman américain, cet univers du déracinement, de l'aliénation. On pense au monde d'Edward Hopper, le peintre, ces personnages isolés dans la grande ville. Ça parle dans toutes les cultures, et les Frédéric Dard, justement, ils ont été traduits alors dans toutes sortes de régimes. Ils ont eu du succès en Russie post-communiste, mais ils ont eu beaucoup de succès très tôt en Espagne franquiste, par exemple. Ils ont eu, au Portugal aussi, le Portugal de l'Estado Novo de Salazar, plébiscite Frédéric Dard, par exemple. Ils aiment bien ces romans. Donc, quel que soit alors, ils sont traduits en Chine, vous avez vu, là, ça c'est des Frédéric Dard. Hein, donc, vous avez des couvertures chinoises. Il y a une traduction en espéranto. Ça, c'est un San Antonio. Enfin, c'est un San Antonio signé Frédéric Dard, oui. C'est celui-là. C'est La vieille qui marchait dans la mer. Bon, ça, c'est un roman tardif. Hein, c'est un de ces grands romans tardifs. Hein. Il y a le film aussi avec Jeanne Moreau. Voilà, c'est couverture japonaise, couverture en arabe et publiée au Liban. Enfin, voilà. Alors je peux vous montrer quelques autres exemples de couverture. Celle-là, j'ai eu le privilège de la découvrir dans la bibliothèque de Trinity College, où j'étais justement à Dublin. Ils ont le dépôt légal à Trinity College, donc ils avaient des tas de cartons, de choses qu'ils n'avaient pas tellement ouvertes. Et ça, c'était les cartons d'un éditeur qui avait fait faillite très peu de temps après avoir publié ça, qui s'appelait Harborough, et qui est le premier San Antonio traduit. Enfin, c'est un
cas ce que j'ai découvert. Il y en a peut-être un encore traduit avant, mais ça m'étonnerait parce que ça c'est un livre qui est paru en 53 en France, la traduction est de 54. Alors il n'y a pas de San Antonio qui s'appelle Une nuit à Boulogne. Donc ils ont réinventé ça, c'est du plomb dans les tripes. Voilà. Et moi il se trouve que du plomb dans les tripes c'est le premier San Antonio que j'ai lu, donc le hasard était extraordinaire, c'était vraiment quelque chose que j'avais lu enfant, on m'avait fait lire, et mes parents, et pour une raison vraiment bizarre, et il se retrouvait que ça vraiment, il me suivait partout. Il est sorti d'un carton, celui-là et un autre d'ailleurs, qui est publié par le même éditeur, celui-là, The Ardent Lover. Alors Frédéric Charles, c'est un des... Alors pareil, il n'y a pas de livre de Frédéric Charles. Frédéric Charles, c'est un pseudonyme de Frédéric Dard, c'est son deuxième prénom, hein. Il s'appelle Frédéric Charles, Antoine. Alors Antoine aussi c'est un prénom, donc San Antonio, Antoine, ça reste Frédéric Dard, parce que c'est son état civil. Et donc vous voyez donc, les couvertures d'époque, hein, les pin-up, le côté très stylisé. Celui-là, donc les Frédéric Charles, c'était des romans d'espionnage, donc vous pouvez voir aussi tout le contexte, il y aura tout un débat sur la transposition à l'image et culturelle donc, dans le pays de réception. Ça, c'est comment elles ont été illustrées en France. Donc, ces dernières missions, hein, c'est celui-là. Et ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, de nazis, etc. Donc, c'est très très loin de ça. Hein. et celui-là, donc ça c'est du plomb dans les tripes. Donc voilà la couverture originale de Bourdon. Là, c'est plus proche. Parce que bien sûr, là, on parle un idiome qui n'est pas un idiome français ou un idiome anglais, on parle un idiome qui est américain, celui du cinéma. Il s'agit de Rita Hayworth, Gilda, enfin c'est ce mode-là hein, qu'on trouve encore après au cinéma plus tard chez Truffaut ou chez Godard. Hein, il y a toujours des images de pin-up qui circulent, que ce soit dans les 400 coups, que ce soit dans Alphaville, enfin, etc. Et alors cette réinterprétation donc, de San Antonio, c'est un peu la vague sexy du roman noir. On trouve toutes sortes de romans, alors là aussi par des auteurs, ça c'est des auteurs anglais, Ben Sarto, mais qui essaient de se faire passer pour des auteurs américains. Comme San Antonio lui-même, bien sûr, hein, avec ce nom-là. Sauf que San Antonio n'essaye pas très dur. Hein, il a essayé dans le premier, et puis très rapidement, il s'est rendu compte que son lectorat, c'est les Français, donc il a abandonné, il n'a même pas fait croire. Hein, contrairement à Boris Vian. Il faut dire que c'est aussi plusieurs années après le phénomène de Vernon Sullivan, dont le succès commercial, il faut bien le dire, a fait des émules. Et parmi ces émules, c'est donc San Antonio. Donc voilà toutes sortes de choses. Alors du point de vue du marché anglais, c'est que ces auteurs, comme Roland Vann, Pierre Flamèche, Paul Renin, et ils sont supposés être français, et donc ça rajoute au côté sexy, c'est le côté French lover si vous voulez. Hein. Et donc San Antonio, il va utiliser, c'est pour ça Une nuit à Boulogne, c'est pour indiquer tout le côté un peu seedy, comme on dit en anglais, le côté un peu miteux, mais enfin la titillation érotique qu'on peut associer à des romans qui parlent de prostitution. Alors pour finir, avant de passer aux questions, voilà quelques couvertures et quelques réinterprétations, avant de passer le micro nouveau à Loïc, mais voilà quelques réinterprétations. Alors aux États-Unis et en Angleterre, ça c'est une couverture anglaise, donc là on voit le mythe, donc comme c'est un San Antonio qui se passe en Arabie, évidemment c'est Lawrence d'Arabie, là on voit le film de David Lean. Ça c'est un des San Antonio russes qui ont été tirés effectivement à des centaines de milliers d'exemplaires tout au début, dans les années 90. Les Roumains, eux, à cette époque-là, sont beaucoup plus fidèles. Alors, voir les couvertures d'autres pays, ça permet aussi de voir quand les traductions arrivent. Ça, c'est les traductions post-Ceausescu, puisqu'on sait, nous, qui avons été contemporains des romans tels qu'ils sont parus en France, on sait que ça, c'est un peu la charte des romans tels qu'ils étaient publiés dans les années 80. Donc là, l'éditeur a repris un roman publié dans les années 80, il l'a traduit dans les années 90 en imitant complètement la couverture. Ça c'est des couvertures russes donc qui se datent toutes effectivement d'après 90. Voilà, donc vous voyez des univers vraiment très, très variés. Ça c'est les fameux Giallo dans la collection Mondadori. C'est d'ailleurs pas une collection, c'est pas la collection Giallo principale, c'est une collection spécifique pour San Antonio. Hein, il a sa collection Le Inchieste del Commissario San Antonio. Donc les enquêtes. En fait, il a ça avant la France. En France, c'est seulement plus tard qu'il y aura la collection San Antonio. Avant, en 70, donc ça, la Gioconda in Blue, c'est le premier, hein, parce que moi la Joconde, il est encore dans, j'allais dire, le collecteur collectif de la série Special Police. Hein, et c'est un auteur Special Police comme des centaines d'autres. Hein. Enfin, évidemment, c'est le plus connu, mais enfin, il reste dans la collection. Après, il va avoir sa propre collection quelques années plus tard. Mais en Italie et plus tard en Allemagne aussi, dans les années 70 aussi, il a déjà sa propre collection, qui prend en compte le fait de son unicité. Voilà la collection allemande. Alors là,
c'est pas Belmondo, mais c'est un autre acteur de cinéma, c'est Sean Connery, hein, qui joue ce rôle. Donc ça montre là aussi la mutabilité générique. C'est un auteur de romans noirs, mais c'est aussi c'est un personnage, mais aussi d'espionnage. Les James Bond étaient publiés dans la série noire en fait à la base aussi. Hein. Donc on voit finalement la parenté générique, hein, entre l'espionnage et le roman noir. Donc ça c'est les années 70, 75 donc en Allemagne. Enfin, j'ai dit Funeral, et donc ça c'est la collection. C'est la deuxième collection Mondadori d'ailleurs, parce que d'abord il y a eu une collection jaune, et là vous avez une collection orange, vous voyez, et donc ils vont faire plusieurs tests. Et puis après Mondadori, ça c'est un vrai tour de passe-passe dont notre ami donc Gianni Risoni est responsable. On a quitté Mondadori, vous voyez Mondadori avec cette très belle couverture là, le potin qui se trouve là. Et la couverture que je vous ai montrée tout à l'heure avec Belmondo, c'est plus le même éditeur en fait. Si vous regardez, là c'est Mondadori, et là c'est un éditeur un peu fantôme qui s'appelle Editorial Ere. Donc à cette époque-là, mais ils ont conservé, alors je pense que c'est toujours fait au même endroit, je pense que c'est stocké toujours au même endroit, mais Mondadori a donné autonomie à un de leurs employés, en l'espace Gianni Risoni, pour prendre lui-même les risques, parce que San Antonio devenait trop cher en fait. Au bout d'un moment, ça se vendait moins, parce qu'ils avaient sûrement épuisé le marché. En vendant trop, pendant trop de mois, trop longtemps, hein, chaque mois pendant 9 ans. Et donc, Editorial RR, mais ils font attention à garder la même couverture, donc Appel, et à se distinguer aussi en mettant Novita. C'est-à-dire qu'il s'agit de publications originales. À la fin, pour tenir le rythme, Mondadori avait fait pas mal de réimpressions aussi. Et donc voilà, ça se vendait bien aussi, moins bien parce que déjà ça s'était vendu une première fois en première édition. Donc là ils se distinguent, mais ils vont faire eux aussi pas mal de réimpressions. Alors ça, à l'époque, on s'était amusé à faire quelques cartes des grands pays et des grandes villes où on a traduit San Antonio. Donc vous voyez, Milan, Milan c'est la ville de Mondadori, donc l'endroit d'Europe où il y a le plus de traductions de San Antonio, c'est bien sûr Milan. Et donc ça dit un petit peu une indication du nombre. Donc la bulle, si vous voulez, rose est proportionnelle au nombre de traductions, donc forcément c'est Milan qui est la plus grande bulle, puisque les rééditions, etc., on arrive à près de 200 titres, suivi par la Roumanie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait le problème, c'est qu'en Espagne, il y a Barcelone, mais on n'a pas mis tous les éditeurs. Les Espagnols, ils ne sont pas tous à Barcelone. Mais bon, il y avait 2 ou 3 éditeurs, hein, comme Mathéus à Barcelone, qui sont là. Donc on voit, et on peut s'arrêter là avant de repasser le micro à Loïc, on voit véritablement un axe méditerranéen dans les traductions de San Antonio. C'est vraiment, ça marche beaucoup mieux au sud de l'Europe qu'au nord de l'Europe. En fait, il y a des pays qui sont complètement préservés de San Antonio, qui vont découvrir Frédéric Dard. D'ailleurs, par exemple, je pense à la Finlande, par exemple, un pays nordique, qui vont complètement passer à côté de San Antonio, et en fait largement de Frédéric Dard. C'est-à-dire qu'ils achètent les droits de 12. Il y a une collègue de l'université finlandaise qui a fait un article là-dessus, qui allait chercher les archives de l'éditeur Otava, l'éditeur prestigieux, un peu le Gallimard finlandais, et ils avaient acheté donc des contrats pour 12 titres, mais au bout de 10 ils passent l'éponge. J'ai dit c'est bon, on ne sait pas d'ailleurs s'il y a 2 San Antonio qui ont été traduits mais n'ont même pas été publiés, s'ils ont payé le traducteur, mais juste pour ne pas perdre en plus les invendus. Donc voilà, ça marche diversement, mais ça marche très bien donc en Roumanie, ça marche très bien en Italie, ça marche très bien en Espagne. C'est vraiment les pays où ça marche le mieux. Il y a eu il y a pas mal de succès en Allemagne, mais c'est le fait de beaucoup d'éditeurs qui se sont dit, quand même ça marche très bien en France, ça devrait aussi marcher en Allemagne. Là aussi, comme l'Italie, c'est quand même un pays très proche, il y a une histoire culturelle très impliquée. Mais de fait, tous ces éditeurs, en fait, on fait le même constat assez vite, quoi. Alors celui que je vous ai montré, il en a édité 30 quand même, hein, lui aussi, un par mois pendant 36 mois, ou 30 mois, et d'autres ont essayé de faire la même chose. Donc il y a pas mal d'éditeurs, il y a effectivement pas mal de livres publiés en Allemagne, mais jamais vraiment de succès en Allemagne. Et au colloque qu'on avait organisé à l'université de Belfast, le colloque San Antonio International, on avait un collègue allemand qui avait intitulé sa communication, d'ailleurs je ne me rappelle plus comment il a intitulé sa communication, c'était un auteur qui a disparu, enfin c'était, voilà, il n'y avait plus de traces du passage de San Antonio. Alors que là aussi, je pense qu'en Allemagne, si on met tout bout à bout, il y a sûrement des centaines de milliers de livres qui ont été imprimés de San Antonio en Allemagne, mais il n'en reste rien. C'est, voilà, pas de couverture dans la presse, pas de critique, ce qui est souvent le cas du roman policier dans cette époque-là. Il y a rarement une critique spécialisée du roman policier, on a ça en France, mais beaucoup de pays où ce n'est pas le cas, et surtout pas à l'époque. Et donc voilà, enfin, je crois que
Je pense qu'on peut conclure et puis échanger désormais avec vous. Enfin, vous avez compris l'essentiel de notre propos, qui est à la fois nourri par une histoire éditoriale très riche et qui en même temps pousse à voir un peu autrement ce qui constitue un de nos patrimoines littéraires populaires, à le voir donc de l'extérieur et dans le fond à se questionner sur ce qui fait seuil entre une culture française qu'on maîtrise bien et puis tout le reste du monde. Et en faisant seuil, on voit que l'art peut aussi permettre à un certain nombre de lecteurs étrangers, soit par la traduction, soit en se confrontant à des circulations en français, faire seuil et donc venir participer à cette culture populaire de la Ve République. Je pense qu'enfin il faut qu'on se taise, qu'on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui. Moi j'ai une question à vous poser qui est par rapport à votre titre, San Antonio International. Moi je lis San Antonio depuis l'âge de 14 ans par semaine, c'est mon médicament comme pas mal de gens ici. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un équivalent dans d'autres pays, un type qui aurait cette même aura, je n'ai jamais trouvé, même dans la littérature policière, il y en a un ou deux qui me font encore un peu rire. Et j'ai l'impression que je cherche depuis 40 ans, je ne trouve pas. C'est un type qui est singulier, on peut imaginer. Et on le sait tous, les histoires, on les oublie, 3, 4, je les oublie après. Ce qui m'intéresse, pour moi, c'est San Antonio, c'est une pâtisserie de mots. Je prends un mot, je peux mariner toute la journée une phrase, un néologisme, ça va me faire sourire. D'ailleurs, je trouve que ce serait mieux d'installer ça plutôt que des défibrillateurs dans les espaces publics, ce serait quand même beaucoup plus juste. Bon, je fais une digression. Est-ce qu'il existe un auteur étranger qui aurait cette aura, cette puissance d'écriture et cette espèce de subversion dans l'écriture, parce que les gens se prennent au sérieux dans la littérature et je n'ai jamais retrouvé, si ce n'est chez René Fallet dans un autre genre, une espèce de puissance et je ris, je souris ma journée, si je lis pas mes 50 pages par jour, il y a un truc qui va pas. Voilà, excusez-moi, je m'enflamme. Merci beaucoup. Je souscris vraiment des deux mains à tout ce que vous dites. Frédéric Dard lui-même disait qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale parce qu'essentiellement c'était bon, c'était bon pour le moral. Et moi, je vous avoue, pareil, hein, je lis ça depuis toujours et j'ai travaillé dessus donc, dans des contextes un peu stressants parfois parce que c'était le travail après tout et ça me fait toujours rire. En fait. Et ça, c'est une chose que je ne vais jamais arrêter de faire, c'est lire Frédéric Dard pour rigoler. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs aussi drôles? Pour moi, c'est vraiment des grands auteurs comiques du français. Quoi. On a Molière, pareil, qui me fait rire tout le temps. Et voilà, et on n'en a pas tant que ça en réalité. Et surtout, comme vous dites, le relire et rire encore, c'est quand même merveilleux ça. Hein. On connaît les histoires, on connaît les situations, et quand même ça nous fait toujours rire. Alors c'est parce que c'est savoureux. Alors pour répondre à la question des équivalents étrangers, je pense que moi je n'en connais pas non plus. Il y a des gens qu'on peut chronologiquement essayer de comparer, mais pas des comiques. Il n'y a pas cet aspect-là, mais il y a cet aspect un peu... Alors, premier aspect, c'est un Anglais qui s'appelait Hank Jason. Donc Hank, c'est comme Yank, hein, donc un faux américain, si vous voulez, qui est Hank Jason. Il en a publié des dizaines et des dizaines, mais pendant une période très courte. Et c'est aussi des pseudos, Lemmy Caution, c'est des romans noirs de cette époque-là, sexy, etc., des années 50. Mais il s'arrête au bout d'un moment. D'ailleurs, il meurt après, assez jeune aussi, vous voyez. Voilà. Mais ça a marché très bien, il en a vendu beaucoup, mais ça a marché très peu de temps. Et alors, est-ce que c'est une spécificité française qu'on a notre Johnny Hallyday qui dure, mais bon... C'est son statut rabelaisien peut-être qui fait ça. Dans un pays qui comprend Rabelais, voilà, c'est ça. Parce que dans les pays anglo-saxons, j'ai jamais trouvé un personnage qui soit aussi... si un Américain qui fait rire, enfin, vous connaissez tous celui que j'ai oublié, mais ce côté truculent, ce côté... Oui, et puis le côté bonne franquette aussi qu'on trouve pas... C'est latin, c'est très latin. Alors justement, je pensais à un Italien pour le deuxième exemple, et là aussi c'est pas un comique, mais il a ce côté quand même fédérateur et comme une bonne table à laquelle on peut manger à toute heure. Pour moi, c'est Camilleri. Camilleri, c'est un auteur qui en plus lui s'exporte très bien quoi, et sous différents médias parce que les Anglais raffolent par exemple des adaptations à la télé de Montalbano, tout ça avec différents acteurs et ça marche toujours assez bien. Donc c'est un univers dans lequel les gens aiment bien se plonger. Mais bon, c'est pas aussi bien, c'est pas comique. Donc non, pour ça, moi je sais pas si tu penses à... C'est compliqué parce que ça implique de maîtriser une histoire de la culture populaire européenne ou mondiale pour vous répondre, mais ce qu'on peut dire, c'est que il faut s'interroger sur les conditions littéraires qui le rendent littéraires et culturelles qui le rendent possible dans un pays comme le nôtre. Et pourquoi finalement peut s'installer un auteur comme celui-là?
Eh bien parce que la littérature, une culture légitime, considérée comme sérieuse, transmise à l'école, elle est importante chez nous. Et donc, lui, il instaure le dialogue. Il est en contrepoint, d'une certaine façon. Après, il plonge aussi, bon, on cite à chaque fois Rabelais, mais on pourrait parler de Richepin aussi, à la fin du XIXe siècle, où toute la tradition, finalement, de la littérature populaire qui, depuis su, joue aussi avec l'argot. Donc, il est aussi l'héritier de cette tradition-là, mais je pense que s'il a cette place si singulière, c'est aussi que la littérature et la culture légitime et classique a une place très singulière dans notre société, et donc on peut s'appuyer dessus, on peut rire avec, on peut être le bouffon, le poil à gratter, parce qu'il y a ce truc qui est central en fait dans notre société. Donc tout était finalement en place dans un pays comme le nôtre pour qu'un auteur comme celui-là puisse prendre autant de place. Puis il y avait Grancher aussi, qui a été un peu son mentor, et qui lui a un peu préécrit les livres sans ce talent. Je voudrais juste poser une dernière question, après je vais faire. Par rapport à ce qu'a dit monsieur, moi c'est important, ça m'empêche de dormir. Effectivement, il y a des bandes dessinées, il y a un oxymore. Comment faire apprécier San Antonio des bandes dessinées alors qu'on sait que dès qu'on fait un film, ça ne marche pas. Aucun n'a marché. Dès qu'on fait une bande dessinée, je suis désolé, moi j'ai eu dans les mains, ça m'est tombé, j'ai dit, à moins d'avoir une table bancale, je vois pas trop l'intérêt de cette littérature. Comment refaire, donner envie aux jeunes, moi j'y arrive même pas avec ma fille, parce que c'est une littérature un peu particulière, comment on va pouvoir redonner envie, ce goût du mot, comme un éclair au chocolat dans une pâtisserie. Oui, alors c'est un peu la question. Monsieur, non, justement, j'ai aucun exemplaire avant. Désolé, mais c'est vrai que non, et je réponds pas en plus à la question pour être complètement honnête. Mais par contre, c'est la question qui a animé qui m'a animé lorsque j'ai écrit ça. C'est comment est-ce que San Antonio peut passer à la génération d'après, quoi. Finalement, parce que c'est tellement l'auteur, pas d'une génération. En France, c'est l'auteur peut-être on peut dire de 3 ou 4 générations en fait. S'il commence quand même à être vraiment connu dans les années 50, ça commence vraiment à décliner après sa mort, parce que je pense que pendant les 10 dernières années de sa vie, c'était presque un peu en respiration artificielle, on peut dire, mais il a quand même continué à vendre beaucoup, donc à toucher de nouveaux publics. Dans les années 80, c'est sûr, il est passé à la génération des années 80, tous les groupes punk, style Berrurier Noir, etc., ils sont toujours... ils ont découvert San Antonio aussi à leur époque, quand ils étaient jeunes. Mais à mon avis, c'est vraiment un peu la dernière génération. Et j'ai l'impression que nous, on est un petit peu aussi la dernière génération, je pense, et on n'est pas des poulets de l'année non plus, des perdants de l'année. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, et alors c'est peut-être justement c'est pas seulement San Antonio, c'est aussi la lecture. En fait, c'est un peu lié aux nouveaux médias. D'ailleurs, moi, juste la bérésina technologique qu'on a vécue, je vous dis merci. Ça m'a rassuré sur le fait que les bouquins, on est encore un peu peinard à un moment donné. Parce qu'il n'y a pas de bérésina avec les bouquins. C'est une scène de film. Alors ça marche pas, ça march. Oui, alors que le livre, lui, il est là et on peut commencer à le feuilleter. Ouais. Quand j'ouvre un San Antonio dans un Starbucks, je vois les yeux se fixer sur moi. Je sens que la police va arriver, je vais être fouetté au sol. Oui, c'est Fahrenheit. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, vous l'avez souligné tout à l'heure, des gens qui ne lisent pas d'autres livres lisent des San Antonio. Et moi, ça ne cesse pas de me fasciner, ça. C'est la puissance de la langue parlée. Je sais pas ce qu'effectivement c'est. Et en même temps, c'est une langue très écrite, parce que personne ne parle vraiment comme il écrit, puisqu'il invente tout son vocabulaire. Il disait ça, j'ai commencé, et ça, je pense que le secret est là. Il dit j'ai commencé dans la littérature avec 300 mots, et tous les autres, je les ai inventés. Donc c'est une littérature de quelqu'un qui, au départ, est dans une situation d'infériorité culturelle perçue, en tout cas, et exagérée, à mon avis aussi. Mais enfin, il se présente un petit peu comme pas un grand érudit du tout, avec un français minimum, mais par contre avec une invention débordante, et il part donc sur un terreau commun à tout le monde, au fond, le SMIC, si vous voulez, du vocabulaire. Il crée une langue baroque, vraiment riche et luxuriante. À mon avis, pas très bon dialoguiste. C'est bizarre, il n'y a jamais eu cette part de génie dans les dialogues quand il a... C'est pas Audiard. Oui, c'est ça, ou Janson, je sais pas. Alors qu'il avait tout pour lui. Et je me suis dit, mais pourquoi jamais, à un moment donné, on aurait dû se marrer comme les phrases qu'on répète d'Audiard. Aujourd'hui, ça, j'ai pas compris. C'est une bonne question, ça, parce que vous faites allusion, effectivement, il a fait plus d'une trentaine de films, il a fait les dialogues de beaucoup de films, et en fait, alors il n'a pas de chance, c'est que c'est pas non plus des films qui sont restés dans l'histoire du cinéma, faut bien dire. C'est un des rares auteurs d'ailleurs, parce que tous ont eu quand même un moment, j'ai appris ils ont tous eu avec où Audiard a fait les dialogues. Même là, ça marche pas. Ah si, il y a quand même 2-3 phrases que vous pouvez citer. Vous voulez dire Saltant pour les mouches ou bien les tout premiers, il y a 2-3 petites flamboyances qui sont liées à Audiard,
Et je me suis toujours demandé pourquoi Dard, alors qu'il avait une puissance de frappe comme l'autre, Ouais. je pense. Comme l'autre, mais d'ailleurs, ils étaient très amis en fait. Hein. Il disait, il y a cette scène où il dit à la mort d'Audiard, quand il était dans les pissotières, dans le bar, il s'échangeait des répliques à 100 000 balles. Il disait, on était comme des chevaux de course dans nos étables, dans les pissotières du bar, en s'échangeant des répliques à 100 000 balles. Et oui, ils étaient du même niveau, ils étaient surtout du même terreau, quoi, cet argot, etc. Sauf qu'Audiard, c'est un Parisien et Dard, pas du tout. C'est les produits de la guerre aussi, c'est les gens qui ont souffert. C'est qu'Audiard, son talent vient aussi de sa vision sombre de l'après-guerre. Et de Dard, il a tiré c'est aussi le diable par la queue, parce que financièrement, quand il est arrivé, c'était pas Venise. On n'était pas des gens en Suisse. Il a fallu. C'est peut-être pour ça. D'ailleurs, j'ai une autre question. Est-ce que Dard a dormi dans sa vie? Oui. Et non. Les chiffres. Non. De fait, moi aussi, je me suis posé la question. Parce que, non, en fait, si, il écrivait un livre. J'ai demandé à sa femme là, qui est morte il y a quelques années, Odette, donc qui est même celle qui a eu l'idée en fait de San Antonio. Elle lui a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas comme Boris Vian? Et c'est elle aussi. C'est pas De Caro? Non, c'était avant De Caro. C'est elle qui lui a fait écrire le premier San Antonio. Donc Odette, enfin, qui était institutrice, qui a arrêté son métier d'institutrice d'ailleurs quand elle a vu combien lui il pouvait gagner d'argent en vendant des nouvelles à l'époque, hein, simplement des nouvelles. Et elle lui a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un Vernon Sullivan, donc en mettant ton doigt sur la carte des États-Unis, et ce doigt est tombé sur son. Bon, c'est un peu la mythologie, mais comment je suis arrivé à Odette? Est-ce qu'il dormait? En fait, elle disait que oui, il écrivait pas le soir, il écrivait jamais le soir en fait. Il y a du travail de malade d'ailleurs. Voilà, il avait un rythme de travail mais très régulier. En fait, c'est la régularité. Alors, il disait qu'il écrivait 8 pages par jour, des grandes pages d'ailleurs, hein, avec du papier suisse, etc. Bon, ça c'est à la fin. Mais il écrivait tous les jours, il écrivait le matin, enfin, pas très tôt le matin non plus. Il était toujours très bien habillé. Voilà, ça c'est un peu le côté, effectivement, il se mettait il mettait une cravate, un costume, et donc il prenait son poste. Et il faisait ça, et alors par exemple l'après-midi, il n'écrivait pas non plus, enfin, et il écrivait d'autres choses, des pièces de théâtre par exemple. Mais comment on peut techniquement faire 8 pages par jour et sortir autant de bouquins? Moi je voudrais qu'on m'explique. Il devait produire plus que ça. Alors là, il y a toutes sortes de théories. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il y a effectivement des tas de pseudonymes qu'on n'a pas encore découverts. Moi je pense que c'est bien assez d'écrire 8 pages par jour. Je pense que la plupart des. Pas de pervitine, de choses comme ça. Pas de pervitine, c'est ce qui permet aux Allemands de traverser. Et c'était l'amphétamine. Ah oui, non, je sais pas. Non, pas du tout. Je pense pas. Je pense pas. Ni d'écrivain fantôme. Hein. Je pense que c'est pas le genre de la maison du tout. Lui a été écrivain fantôme pour d'autres auteurs. Effectivement, Marcel Prêtre, par exemple, c'est des romans qui ont été écrits par Frédéric Dard. Hein. Lorsqu'il y a une collaboration Robert Hossein Frédéric Dard, c'est quand même Frédéric Dard qui écrit. Hein. Même avec Grancher, ils ont fait Tartampion. Bon, c'est quand même plutôt Frédéric Dard. C'est quand même plutôt lui qui fait le boulot hein, en général. Mais il n'a pas. Comment dire. C'est l'apologie de la régularité. Il écrivait tous les jours. C'est vraiment la devise. Quand il ne travaillait pas, sa famille en avait un peu marre de lui parce qu'il était gonflant. C'est ça. Et il partait en vacances avec sa machine à écrire. Ouais, c'était avant les ordinateurs portables. Donc il y avait cette IBM à boule, il en avait plusieurs. Et il l'emmenait partout autour du monde parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter d'écrire. Et il disait s'il n'écrivait pas pendant. Donc c'était une drogue. En fait, c'était un drogué. Il n'avait pas besoin de cette drogue dont vous me donnerez la référence. Parce que moi j'en aurais plus besoin. Mais lui, effectivement, sa drogue, c'était l'écriture. C'était vraiment une passion, quoi, depuis toujours. Alors, donc, il écrivait en régime industriel, c'est-à-dire qu'il avait quand même une pression. Alors, on m'a décrit ça, il avait un tableau d'écriture sur son frigo, quelque part dans sa cuisine, avec l'année était déjà réglée. Enfin, au 1er janvier, il savait exactement où il serait au 30 octobre. Et il y avait voilà, les dates de remise des différents manuscrits qui devaient à l'éditeur. Et lorsqu'il voulait écrire des choses, justement, comme les grands San Antonio, qui prenaient plus de temps à écrire, il devait vraiment négocier assez âprement avec l'éditeur parce que pour le Fleuve Noir c'est quand même un manque à gagner a priori, c'était au lieu de faire 3 livres il en ferait qu'un et donc voilà, quand on vend 600 000 exemplaires c'est quand même beaucoup d'argent, donc il était un peu prisonnier de logique comptable, ce qui est paradoxal parce que c'est un ancien comptable lui à la base aussi, il a détesté ça, enfin comptable de formation, il n'a jamais pratiqué. Moi je voudrais juste poser une question, est-ce qu'il a été censuré dans certains pays où il aurait souhaité être traduit? Alors, c'est tout l'intérêt du travail sur les traductions, parce que finalement, le fait de passer d'une frontière à une autre, ça conduit à des formes de censure douce, c'est-à-dire que le livre passe, mais c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour l'Angleterre, pour être cohérent avec un marché qui est différent, avec un public qui est différent, eh bien,
on gomme un certain nombre d'aspects. Enfin, c'est surtout ça qu'il faut retenir. On est à une ère où de toute façon, sauf dans voilà, des régimes particuliers, dictatoriaux, mais même là, il y a des éditions qui sont des éditions sauvages. En gros, ceux qui peuvent censurer, dans des pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, depuis le 19e siècle, c'est le cas des Églises catholiques, savent qu'ils ne peuvent plus bloquer la diffusion des ouvrages. Donc ils laissent de côté les interdictions qui touchent les romans populaires. Il y a peut-être des différences encore jusqu'aux années 50 au Québec, mais je n'ai pas en tête la diffusion au Québec de Dard. Je sais juste que du côté du Fleuve Noir, ce sont les archives sur lesquelles on est en train de travailler, il y a un bureau québécois qui marche plus ou moins bien, et avec des soucis qui sont plutôt des soucis commerciaux que des soucis d'ordre moraux. Donc bon, il y a une époque où de toute façon ça circule, et le meilleur moyen finalement de s'adapter, c'est précisément la traduction qui permet de gommer ce qui pose problème dans tel ou tel pays. J'ai pas d'exemple alors peut-être que justement, c'est plutôt en termes d'aire culturelle, il y a des aires culturelles où il ne pénètre pas. Par exemple, il y a des pays qui ne s'intéressent pas du tout de traduire San Antonio. Alors ils traduisent Frédéric Dard, mais pas San Antonio, Suède, des pays comme ça. Alors c'est pas vraiment de la censure, mais enfin c'est juste un désintérêt culturel, ou peut-être que quelqu'un s'est posé la question et qu'on a jugé dans des comités éditoriaux que non, jamais ça ne plairait au public. Et là, il y a pas mal de pays sur une carte d'Europe, en fait, on voit assez bien qu'il y a des tas de pays qui n'ont même pas vraiment essayé. Ou d'autres qui ont essayé et qui très vite jettent le gant, comme la Hongrie ou des pays comme ça, où il y en a un qui traduit. J'ai parlé avec le traducteur qui disait qu'il en avait traduit un deuxième, et que celui-là était resté dans les tiroirs, quoi, parce que l'insuccès du premier, ça avait bloqué complètement. Bonsoir, s'il y a une période qui était particulièrement traduite, ou bien si c'est égal sur l'ensemble de l'œuvre. Oui, ça c'est. Tu as les tableaux, non? Oui, alors j'ai des tableaux, mais j'ai aussi ça, en fait, cette espèce mais le problème, c'est que ça défile du début à la fin, mais ah oui, si je fais ça comme ça défile mieux. Oui, là, on voit bien les différentes périodes, si vous voulez. Le moment où ça marche vraiment le mieux, c'est la fin des années 60. C'est le passage à une traduction industrielle. Bon, ça, c'est les éditions originales encore, hein, avec les couvertures de Gourdron. Et là, vous voyez donc les premières traductions, donc en espagnol, ça c'est des Frédéric Dard, donc c'est les années 50. Donc là, ça alterne donc, avec les éditions originales. Là, voilà, vous en avez encore en portugais, ça arrive aussi. Et c'est donc la fin des années 60-70 qui correspond donc avec les traductions en Italie, 70, avec les traductions en Angleterre, qui sont donc il y a eu 2 vagues en Angleterre, aucune des deux marche vraiment bien, donc celle de 54 que je vous ai montré, ça s'arrête tout de suite, l'éditeur fait faillite et personne d'autre ne tente le coup. Et ensuite, il y a 2 ou 3 éditeurs en 69-70 qui traduisent donc en Angleterre. Et j'ai l'impression que les invendus sont, donc, ça c'est d'autres éditions, les invendus sont ensuite passent aux États-Unis. En 70, il y a des, c'est le même titre avec les mêmes traducteurs qui se retrouvent sur le marché américain. Donc les années 70, les années 80, et puis une deuxième période, c'est la période de l'ouverture des pays de l'Est. Et là, effectivement, il y a beaucoup de traductions dans les années 90. Alors, comme disait Loïc, on avait fait un peu des diagrammes et ça se retrouve sur une carte. Alors, malheureusement, c'est vraiment petit. Je vais essayer d'agrandir ça un peu. Un peu trop. Un peu trop, là. Comme ça. Toujours trop. Il n'y a pas en milieu. Bon, là, c'est peut-être un peu mieux. Donc là, si vous voyez, c'est camembert. Le code de couleur vous dit. Donc il y a la légende en dessous, à quelle période c'est traduit. Alors vous voyez les années 50, bon la plupart du temps, le seul endroit où c'est vraiment traduit dans les années 50, hein, c'est l'Angleterre et un peu en Espagne. Mais si vous regardez, donc les couleurs se foncent avec les décennies, donc les traductions des années 90 et 2000, donc vous voyez les aires géographiques, c'est effectivement les aires de l'Europe de l'Est qui le découvrent avec un effet de rattrapage lié justement à leur situation géopolitique. Donc ça se traduit beaucoup, là, en Roumanie, notamment dans les années 90, ça se traduit beaucoup, si je remonte, en Russie aussi, dans les années... alors là, c'est plus dispersé, les camemberts sont... D'ailleurs, pourquoi la carte, elle ne le rend pas bien, mais parce qu'il y a plusieurs centres d'édition. Ça se traduit beaucoup en Italie, encore toujours dans les années 90, mais beaucoup moins que ça n'était le cas dans les années 70. Vous voyez que les camemberts sont beaucoup plus petits. Et enfin, voilà, pour répondre à la question, à la grande époque, c'est les années 70-80.
Peut-être 2 mots sur cette dynamique, parce qu'en fait elle ressemble vraiment beaucoup à des dynamiques que l'on voit pour d'autres écrits populaires. Autrement dit, nous on est réunis par l'amour pour un auteur qu'on a un peu légitimé, quoi, et qu'on a envie de faire rentrer dans le canon de ce qu'on considère comme important dans la littérature française. À l'étranger, en dehors des romans de la nuit, quand il est traduit comme un auteur populaire, et donc avec les mêmes destinées qu'un auteur populaire. Autrement dit, à partir du moment où un marché est épuisé, c'est le terme que tu as employé pour l'Italie, eh bien il disparaît. On voit des conquêtes de marché à chaque fois, hein, c'est des logiques de marché. On a un éditeur qui teste, si ça fonctionne, il continue jusqu'à ce que ça ne marche plus. Si ça ne marche pas, il arrête. Donc voilà, c'est un produit à l'étranger. C'est un produit populaire qui marche plus ou moins bien. Donc là aussi, hein, le décentrement, il est très utile aussi pour se rendre compte de la force de l'attachement que nous, on a créé avec cet auteur, qui est très singulier en réalité. Passer les frontières, sauf pour un lectorat de niche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer dans une espèce de francité, quoi, et pour qui c'est une forme de rite de passage. Ailleurs, ou de rébellion, d'ailleurs, comme les intellectuels roumains dans les années 80, par exemple, qui se passent des San Antonio un peu sous le manteau, chaque fois qu'ils viennent en France, qui reviennent avec des San Antonio. Bon, il y a beaucoup de cas comme ça aussi. Mais en dehors de ça, c'est un produit. Donc, voilà, un produit, ça a une durée de vie plus ou moins longue, plus ou moins courte en fonction du succès. Sur les pays francophones, Algérie, Maroc, qu'en est-il? Alors ça, c'est des marchés qui sont très compliqués pour dégager des statistiques. Ce qu'on sait, c'est que depuis, en gros, il y a une politique en France avec la création des alliances françaises dans les années 1880 qui tente de maximiser la diffusion des succès français. Alors, c'est d'abord la littérature qui se veut une littérature légitime, et puis de plus en plus, la politique d'aide à la circulation au XXe siècle, elle touche des auteurs qui sont de plus en plus populaires. Mais les statistiques sur le nombre de lecteurs possibles, c'est-à-dire les gens alphabétisés, sont très différentes de ce qu'on connaît en Europe, et les données pour documenter une histoire éditoriale, elles sont pour nous, travaillant depuis la France et un peu depuis l'Europe, elles sont très difficiles à avoir. Là, pour pouvoir documenter tout ça, il a fallu qu'on s'appuie sur les chiffres qui sont donnés par les bibliothèques nationales européennes, qui ont un certain nombre d'accords depuis les années 90 pour mettre en ligne leur catalogue. On s'appuie aussi sur des travaux qui permettent de documenter le travail à l'intérieur des maisons d'édition et donc d'avoir des chiffres. Mais pour pouvoir avancer tout ça, vous voyez qu'on y va, on y va par cercle concentrique. Et j'insiste sur ce que, enfin, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en train de sortir depuis quelques années une histoire de cette littérature qui jusque-là a été travaillée essentiellement dans l'Hexagone. Donc on a des blancs encore sur la carte. En fait, j'aurais dû préciser, parce que nous, comme la France, les années 50-60, c'est une France où la décolonisation se prépare en Algérie. San Antonio utilise un jargon avec des mots qui peuvent être de pique tout à l'heure. Alors quelle est la relation entre San Antonio et puis cette Algérie qui se décolonise à cette époque? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que ça, c'est un peu un cliché du polar à cette époque. C'est vrai que dès les années 50, lorsqu'on essaie de faire passer au cinéma l'univers de Simonin ou l'univers de Le Breton, hein, je pense à Touchez pas au Grisby ou je pense à du Rififi, ils sont forcés de déracialiser les textes en fait. Par exemple, les immigrés qu'on trouve dans Touchez pas au Grisby, dans le roman de Simonin, c'est des Arabes. Chez Jacques Becker, ça devient des Italiens ou des Espagnols. Et pareil, dans Touchez pas au Grisby, Druther, là, c'est des Arabes chez Le Breton, ça devient des Allemands en fait. Au cinéma, chez Joe Dassin, chez Jules Dassin, chez papa. Et donc, c'est un problème, je pense, qui était déjà présent dès les années 50, qui n'était pas spécifique à San Antonio, et qui reflète pas une idéologie particulièrement raciste chez San Antonio. Je pense pas. Hein. Je pense que là, il utilise les catégories verbales et les catégories de perception qui sont dans l'esprit du temps. Et lui-même ne prend pas particulièrement position pour la décolonisation ni contre, de fait. Hein. Il n'a pas une conscience politique dans ses romans. Il n'y a pas une conscience politique très aiguisée ni très avancée. Mais ça suffit pas, je pense, à en faire un auteur pro-colonial. Alors il a un côté un petit peu, effectivement, il se balade dans différents pays, il n'a pas une conception forcément très généreuse de l'Afrique, il n'a pas une conception
très émancipé des pays qu'il voit. C'est plutôt pour faire rire qu'il les décrit. Mais il fait la même chose lorsqu'il est en France. Il n'y a pas eu de questions émergées comme il y a eu de questions. Frédéric Dard, mais une question émergée. Non, mais il y aura suffisamment de matière pour le faire, bien sûr. Hein. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que effectivement, déjà c'est tellement mu dans le fleuve, dans la crue verbale, qu'il faudrait vraiment dissocier avec des questions peut-être un peu de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier ça de son contexte, alors que c'est le contexte qu'il a fait naître? Mais il y a largement matière. On pourrait avoir un portrait de l'Africain chez Frédéric Dard qui serait très problématique. Hein. Voilà, les peuples africains, de fait, il y a des auteurs, Françoise Rullier par exemple, qui avait organisé le colloque à la Sorbonne, avait écrit un petit peu sur la représentation des Africains chez San Antonio. Elle avait elle-même vécu en Afrique, ce qui avait motivé ça. Mais enfin, on parlait de cancel culture, on parlait justement de censure. Si on voulait censurer San Antonio, c'est vrai qu'on pourrait demander à réécrire les textes, et de fait, il y a eu, alors je ne vais pas parler trop longtemps parce que je vais qu'il y ait des questions, mais enfin, de fait, il y a eu des éditions, des rééditions. On se rend compte que les rééditions trafiquent les textes originaux. Alors il y a eu les rééditions originales faites sous l'égide de François Rivière, qui sont donc, chez Robert Laffont. Mais le Fleuve Noir lui-même, d'une génération à l'autre, certains romans ont eu 10 ou 12 rééditions, change un peu les termes. Donc on peut penser qu'il y a ce côté effectivement un petit peu problématique. Alors ils changent les marques de voitures, ils changent les noms des présentatrices télé pour que ça fasse pas dater, quoi, hein, pour qu'on ait l'air d'être dans le présent encore. Hein. Ce que font aussi les éditeurs internationaux quand ils mettent des couvertures avec des personnages des années 2000 pour un roman qui se passe dans les années 50. On s'est un petit peu piégé. Mais bon, c'est l'esprit du temps. Mais je crois qu'il y avait encore une question. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête Au niveau du racisme, il y a un roman qui est assez connu, qui m'installe au blanc. Oui. Un Frédéric Dard. Il dénonçait justement le racisme qu'il y a eu aux États-Unis. Alors, le racisme, Frédéric Dard est antiraciste. Hein. Ça, il disait, une des constantes politiques, c'est l'antiracisme pour lui. Donc, il était opposé au Front National, etc. Il a adopté d'ailleurs un enfant tunisien, Abdel Dard, qui est son fils, qu'il avait adopté à l'époque de la naissance de Joséphine. Ils sont contemporains. Et non, le racisme n'est pas là. Et Ma sale peau blanche, c'est très important parce que c'est un roman qui fait un peu qui prend le contre-pied de Boris Vian, le fameux Vernon Sullivan. J'irai cracher sur vos tombes, cette histoire de nègre blanc, comme c'était décrit à l'époque. Hein. Et donc il met ça en perspective, le racisme inhérent au roman noir en Amérique, cette représentation de l'autre. Et il lit ça avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, le racisme des Américains en Amérique, de son personnage, est lié, c'est un personnage européen qui est le narrateur, au racisme dont il a été témoin lui-même, ayant vécu l'occupation en France, etc. Donc c'est un roman important. Moi, c'est un des romans que je considère les meilleurs. Et alors, pour donner un détail amusant pour finir, c'est que justement, dans l'anthologie des romans de la nuit qu'on avait publié chez Omnibus il y a quelques années, celui-là n'avait pas été retenu précisément pour ces raisons un peu délicates qui mettaient en œuvre sur la description des races. Alors que je pense que c'est un très bon roman. C'est lequel, pardon, j'ai pas entendu. Ma sale peau blanche. Ah oui. Ma sale peau blanche, ouais. D'ailleurs, vous dites dans votre bouquin que j'ai lu 2-3 pages d'Abdel, là, justement. Ah oui. Oui. En Tunisie et les tas admiratifs de Bourguiba. Oui, c'est ça. Dedans, merci de nous le rappeler d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une interview d'Abdel Dard justement qui est dedans et qui parle justement de l'ouverture d'esprit de son père, qui n'était absolument pas raciste. Et puis il a porté Jérémy Blanc quand même dans les années 80. Oui. Qui a fait pièce à Berrurier, quoi, ce personnage alors de flic sénégalais, mais on peut se demander justement, parce que c'est vrai que Jérémy Blanc, il est comme, là aussi si on lit la caractérisation de Jérémy Blanc, c'est vrai que c'est un personnage positif, érudit, etc. C'est un anti-Berrurier, il est beaucoup plus fin que Berrurier, mais par ailleurs il utilise quand même plein de stéréotypes du bon africain, quoi, on peut dire, hein, voilà, il est athlétique, voilà, hein, c'est tous les clichés un peu paternalistes qu'on peut trouver, qui l'exemptent pas évidemment. De critique. Mais Dard a beaucoup de tendresse pour ce personnage. Tout à fait. On ne peut pas le taxer de quoi que ce soit. Non, mais de toute façon, il a de la tendresse pour tous ses personnages. Hein. Berthe Berrurier, alors Berrurier qu'il appelle l'immonde, enfin en même temps, c'est la grosse gonfle, hein, tout ça, mais bon, il l'adore, quoi. Clairement, quelque part, Berrurier, c'est moi, quoi. Comme Flaubert pour Madame Bovary, quoi. Enfin,
Et je pense que les lecteurs qui sont séduits par San Antonio s'identifient quand même beaucoup plus à Berruyer. Il y a beaucoup plus de Berruyer en nous que de San Antonio, qui est un personnage, enfin, comment dire, un peu plus idéalisé, alors que Berruyer, bon, il est idéalisé aussi, mais d'une manière beaucoup plus comique, quoi, beaucoup plus drôle. Et est-ce que dans l'international, on arrive quand même à retrouver cet humour? Parce qu'un lecteur anglais, par exemple, avec toutes les facettes qu'on a décrites sur Frédéric Dern, est-ce que il y a encore ces facettes d'humour, d'ambiance qui subsistent ou pas? C'est vraiment difficile. Il y a un article là-dessus de Simon Faro qu'on a publié sur traduire l'argot de Frédéric Dard et comment il passe en anglais, mais il passe pas si bien. Justement, ça c'est un peu le problème des traducteurs. Hein. Et parmi les choses qui sont perdues en traduction, c'est l'humour. Et je pense que ça marche bien en Italie parce que l'humour n'est pas perdu. Je pense que les Italiens ont compris, et justement à cause des comédies franco-italiennes, etc., ils ont compris que c'était pour rire tout ça. Alors que dans les pays où le polar c'est une chose peut-être plus sérieuse, où on se marre moins, c'est peut-être pas vu et du coup ça passe moins. Je pense que par justement les échecs de traduction, et même aux États-Unis ça n'a pas du tout marché. Les gens aux États-Unis se sont plaints, en fait, ils disaient mais c'était vendu comme le nouveau Maigret, ils disaient mais c'est pas du tout Maigret, enfin ils disaient mais c'est n'importe quoi. Ils disaient même que c'était le plus mauvais livre de l'année, quoi. Enfin, bon, parce que justement ce côté humoriste n'a pas été transmis, soit que le traducteur, soit que justement le contexte qui rend possible le rire n'a pas été compris. C'est sûr qu'en Finlande, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout cette humour. Voilà, c'est ça. En fait, on pourrait faire une carte de l'Europe de la réception de San Antonio et puis mettre une carte de l'Europe du rire ou des pratiques du rire. En fait, que ça y aurait une coïncidence là. Ouais, c'est intéressant. Merci. Merci à nos deux courageux intervenants. Trois. On essaiera autre chose que Zoom et peut-être on fera pas de visio la prochaine fois. Oui, là c'était un peu bon. Merci à vous d'avoir été patient. Ça a duré un peu plus longtemps parce que vous avez été pénalisés, donc c'était complètement injuste. Mais Joséphine a été très patiente, vous avez vu, hein, elle a quand même dû parler pendant 20 minutes. Justement, jusqu'à quand elle est cette expo à Nice? Je sais pas du tout. Il a fait un prépa, Oui, je sais pas du tout, mais je pense que sûrement au moins tout le mois. Quoi. Enfin, je sais pas si ça justifie un voyage entier à Nice, parce que je pense que celle d'ici, à mon avis, puisqu'il y a tous les trésors de la Bilipo, elle est a priori plus riche. Je l'ai déjà vu. Voilà. J'avais vu celle de 99. Oui, là, vous avez l'affiche d'ailleurs, hein, de celle qui était là. La seule affiche qui nous reste, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais? Vous ne l'aviez pas donnée, sinon j'aurais la Sinon, moi je voulais juste une dernière chose. Je ne sais pas si comme moi, vous avez beaucoup de chance, je trouve, de vous rappeler de votre premier San Antonio. Parce que moi, je l'ai découvert entre 85 et 90, je me souviens même plus. Je me rappelle très bien le lieu où j'ai acheté le premier, mais impossible de me rappeler le titre. Mais vous savez, je ne sais pas si les autres. C'est pour ça que je suis devenu spécialiste de San Antonio, c'est parce que j'ai cherché le premier que j'avais lu, mais c'est vrai, comme vous, je ne savais plus du tout que c'était. Et donc j'ai dû les lire tous, enfin j'en ai lu plus de 100 avant, je vous jure, hein. J'en ai lu plus de 100 de retomber sur celui que j'avais lu. Parce que ça. On s'en fiche, moi je me rappellerai pas. Interchangeable, moi je crois, je me souviens plus. Non, en les réalisant, je ne me rappellerai pas. Hein. Mais moi il y avait une scène vraiment primitive, et c'est mes parents qui m'ont fait lire, et j'avais pas lu tout le roman, j'avais juste lu cette page-là. Et j'étais petit, j'avais 7 ans, donc ça m'a vraiment marqué, ou 9 ans, je sais pas. On vous l'a imposé, lui, ou c'est vous qui l'avez choisi? Non, il voulait me faire découvrir les mystères du passé composé, c'est absurde. Hein. C'est vraiment une histoire. Mais et en fait, c'est vraiment un passage affreux. Vraiment, il est sur une scie circulaire, il va se faire. Vraiment, on n'oublie pas ça. Hein. Surtout quand on est devant. C'est un passage justement comme je vous disais, du plomb dans les tripes. Et c'est vers le début, vous allez le retrouver facilement. Hein. Et donc c'est écrit, c'est composé, jeu, et il décrit sa situation, il va se faire débiter en morceaux. Et donc moi ça m'a vraiment presque traumatisé, on peut dire. Hein, aujourd'hui peut-être qu'il serait inculpé de cruauté, mes pauvres parents. Hein, et bon bref. Et du coup j'ai vraiment voulu relire ça, retrouver ça, parce que donc, ça m'a fait frapper. Et j'en ai lu plus de 100 avant de remettre la main dessus. Hein. Ouais. Et vous enseignez San Antonio de France? Alors, c'est plus pervers que ça, je le mets aux examens. Parce que vous voyez, l'enseignement, on est évalué par nos étudiants. Donc si j'enseigne un truc qui ne te plaît pas,
je vais avoir une mauvaise note. Et je trouve ça injuste qu'on me mette une mauvaise note parce qu'il se passe en Antonio. Alors je fais ça de manière un peu plus courbe, un peu plus traître. Et je recolle des traductions de tirer de Frédéric Dard, qui est facile. De tirer San Antonio parfois, ce qui est vache, parce que là, pour le coup, c'est pas si facile. Mais non, en master, j'ai enseigné un Frédéric Dard, La Crève justement, un master sur la guerre. Mais c'est trop difficile pour des étudiants de undergrad, hein, de faire du San Antonio. Ça se retournerait contre moi. Bon, il y a des collègues qui enseignent Rabelais, hein, donc c'est pas impossible non plus. Hein, mais non, par contre, je fais des cours sur le film noir et donc sur l'argot un petit peu par là. Et là, j'en parle beaucoup d'art, de Diard, des dialoguistes du cinéma français. Mais je demande à aucun anglais de lire 300 pages en français de San Antonio. Non. Pas encore. J'aurais bien aimé qu'on nous l'impose au lycée. Oui, mais J'aurais plus lu. Voilà, au lycée, vous n'aviez pas besoin parce que ça circulait. On m'a dit que finalement, il y avait trois romanciers qui circulaient beaucoup. C'était Le Breton, Simonin et San Antonio, quoi. Mais San Antonio, oui. Non, mais les profs, ils ne faisaient pas lire. Non, mais ça circulait dans l'étude, ça circulait sur la table, quoi. C'était les... Voilà, il y avait ce qu'on lisait et il y avait ce qu'on lisait vraiment dans les cours de récréation. Il y avait des lectures, comme toujours, c'est ce qu'on lit, ce qui n'est pas prescrit, quoi. Et puis San Antonio, c'est du bien en occasion. Il y a beaucoup de livres d'occasion, il y a un marché. Moi, j'ai fait ma bibliothèque San Antonio, justement, mue par le désir d'occasion, en fait. Et parfois, on fait des super trouvailles, quoi. Parfois, on trouve des éditions originales d'occasion qui ont beaucoup plus de valeur que celles qu'on aurait achetées chez. Mais ce qui est bien chez San Antonio, justement à cette période-là où moi je les ai achetés beaucoup, c'est qu'on trouvait absolument partout, à la fois chez les libraires, ce qui n'avait pas toujours été le cas, et ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Donc à l'époque, on trouvait encore chez tous les libraires, mais aussi dans les aéroports, dans les gares, dans les supermarchés, sur les marchés. Moi, c'est là où j'ai eu mon premier. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est dans toutes les brocantes. Voilà, j'ai trouvé ça dans les vides-greniers. Moi, j'ai trouvé des San Antonio en Thaïlande, dans des guest houses, vous voyez, alors tout lu par des générations de voyageurs francophones. Qui les laissent là-bas, en piètre état. Et il y a un San Antonio, un des tout derniers, qui est dédicacé à un clochard qui avait piqué un de ses livres chez un libraire de l'avenue Suffren, à Paris. Et il dit donc c'est dédicacé au clochard qui a volé un San Antonio. Pour moi, c'est un beau symbole, ça. C'est un beau symbole. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.